Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au rendez-vous de la fraternité. Ici, comme nous aimons toujours le dire, nous cherchons toujours à travers les idées à vaincre sans chercher à convaincre, à convaincre s'il vous plaît, sans chercher à combattre qui que ce soit. Et c'est pourquoi dans la vie, il est important d'avoir ces trois choses que je vais citer, c'est-à-dire l'humilité de ne pas se sentir supérieur aux autres, le courage d'affronter n'importe quelle situation et surtout la sagesse de se taire face à la stupidité de certaines personnes. C'est vraiment très important et souvent il faut rappeler ces bonnes mœurs à certaines personnes comme les gens du FPI qui pensent que c'est en faisant le plus de bruit qu'ils deviennent importants alors que la réalité de la vie s'inscrit carrément ailleurs, c'est dans les vraies choses, c'est dans le pragmatique, c'est dans la réalité qui puisse changer la vie des citoyens, c'est de cela qu'il s'agit. Sinon qu'un individu, un ancien criminel, et même je dirais un criminel patenté, qu'il vienne ou qu'il périsse, ça n'engage que eux, et ils veulent en faire un objet pour essayer de prendre la République en otage. Nous ne pouvons pas encourager les gens à tomber si bas que cela. Nous commençons directement nos analyses politiques du jour, avec la titrologie du 4 juin 2021. Et à cet effet, la titrologie, la polémique autour du retour de Laurent Gbagbo continue d'alimenter toujours l'actualité sociopolitique. Gbagbo doit nous sentir à sa descente d'avion, titre qui est donné en fonction de ce que les victimes pensent. La CPI accélère les démarches du retour de Gbagbo, apprend-on du journal Le Temps, qui fait cas de confidence du porte-parole de la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo est en effet annoncé sur les bords de la lagune Ébrié le 17 juin 2021. Annonce faite le 31 mai, comme indiqué par Aswa Adou, son plus proche collaborateur. Gbagbo doit nous sentir, à sa descente d'avion, promettre des jeunes de l'opposition dont les propos sont repris à la manchette de Le Temps. Or, donc, le RHTP ne voulait pas le retour de Laurent Gbagbo, écrit le journal L'Héritage en réaction au jeu trouble du parti du président de la République. Le gouvernement prend une importante décision, informe Soir Info. Si ce retour annoncé de M. Laurent Gbagbo peut faire des heureux dans le camp de l'opposition, on craint que ce retour ne crée des troubles graves dans le pays. Le FPI Gore prépare-t-il des troubles graves? S'interroge le matin. Le journal ajoute que le gouvernement veut un retour apaisé et sécurisé. Pro Gbagbo, la pagaille ne passera pas, prévient le patriote. Qu'ils aillent fêter les 3000 morts, on les attend. Mais également en garde le ministre Joël Nguessan à la une du journal L'Essor. Le Jour Plus fait des confidences sur la guerre des Gbagbo ou rien contre Charles Blé Goudé. Pour le mandat, Simone Eive Gbagbo, l'épouse légale de M. Laurent Gbagbo, a été écartée des préparatifs du retour en Côte d'Ivoire de son époux. L'actualité du jour, c'est aussi la suite du procès des proches de du criminel Soro Guillaume devant les tribunaux criminels d'Abidjan. Je suis un otage, a déclaré à la base son frère Simon Soro, frère cadet de Guillaume Lavermine, dont les propos sont repris à la une de plusieurs journaux ivoiriens. Dans la titrologie de ce vendredi, on peut également s'informer sur la chaude journée qui a eu lieu hier jeudi au siège du PDCI, où des journalistes et presque le ministre même de la Réconciliation ont été violentés. Et donc, c'était plus ou moins les titres saillants de l'actualité de ce vendredi 4 juin 2021. Nous allons directement tomber dans le vif du sujet en lisant certaines
parution du jour et aussi certaines analyses, bien que passées, comme ce que je vais lire maintenant. Cela concerne la réconciliation nationale. Le dernier acte marquant la fin effective du processus électoral de la présidentielle d'octobre 2020 a eu lieu, on s'en souvient, le 14 décembre dernier. C'est-à-dire que les plans que certains s'étaient échinés à faire sur la comète pour compromettre à jamais cette élection avec Alassane Ouattara comme candidat du RHDP ont définitivement échoué. Pouvait-il en être autrement en réalité, vu la forte synergie des vibrations, des énergies, des pensées et prières que la majorité des Ivoiriens s'étaient résolument engagés à diriger contre l'axe du mal, qui avait commencé à sévir à l'encontre de la dite présidentielle. À présent, l'on se remit à parler de réconciliation nationale. Mieux, un ministère a été pour la première fois dédié à la question. C'est tout dire sur l'absolue nécessité d'y parvenir une bonne fois pour toutes. Pour autant, il est bien séant de se demander de quelle réconciliation s'agit-il finalement. Tant il est vrai que le savoir-vivre ensemble, l'entente et la cohésion nationale qu'elle incarne sont déjà une réalité quotidienne qui sont peut-être différemment vécues à différents niveaux de la société ivoirienne. Ce qui expliquerait à certains égards qu'on continue d'en parler avec plus ou moins de verve. Sinon, existe-t-il véritablement un besoin de réconciliation entre les Ivoiriens qui ont sans accroc majeur vécu ces 10 dernières années en harmonie après les affres de la crise post-électorale de 2010, tandis que certains avaient imaginé et même prédit des représailles de toute nature aux portées jamais égalées auparavant, une fois que le régime actuel aurait accédé au pouvoir, des élucubrations de tout genre qui ont juste eu pour effet de pousser des esprits à se calfeutrer pendant quelque temps ailleurs que dans leur commune ou quartier d'Abidjan, à défaut de demeurer réfugiés à l'étranger. Et ce, tout en se reprochant une culpabilité certaine des crimes, dégâts et autres actes condamnables commis. Ainsi donc, en dehors de la légitime existence des clivages politiques et des convictions inhérentes au choix de tel ou tel leader politique qui demeure réel et entretenu, l'on ne saurait véritablement parler d'une forme de désunion ou de division permanente en Côte d'Ivoire, prête à subir ou à susciter toute espèce d'explosion de la Côte d'Ivoire. Alors, de quelle réconciliation est-il réellement question? Très certainement de celle des acteurs politiques eux-mêmes, qui ont la récurrente magie de pouvoir se mésentendre tous les 10 ans, entraînant malheureusement à chaque fois dans leur honteuse besogne des esprits malléables au sein de la population, se réclamant de leur bord. C'est pour ces politiques qu'il faut parler de réconciliation, laquelle ne sera effective et surtout durable que lorsqu'ils voudront bien s'engager à faire la politique autrement, en s'abstenant surtout d'opposer, de diviser les populations au nom d'idéaux irréalistes, mensongers et égoïstes, servant plutôt leur seule détermination à accéder au pouvoir, au lieu d'user de la simple persuasion, mais combien utile et efficace en vue de convaincre les populations à accepter les projets de société qu'ils sont censés leur proposer. Et cela sans vouloir susciter non plus des influences par la provocation des conflits communautaires. On le voit bien pour le gestionnaire du tout nouveau ministère de la Réconciliation nationale. Il ne s'agira pas de se limiter à l'organisation de cérémonies ici et là au sein des communautés en criant
à tout venant la réconciliation nationale, comme pour inoculer dans les subconscients toute la quintessence du concept qui est en réalité déjà chose acquise. Tout comme il ne suffira point de faire revenir au pays les leaders politiques du FPI retenus par la CPI et qui ont été acquittés tout récemment pour se convaincre d'avoir pleinement accompli sa mission. Non, car l'important, l'essentiel, voire l'indispensable, seront à chercher ailleurs. Ils résideront dans la noble action et l'absolue nécessité de réussir à conduire la classe politique ivoirienne dans toutes ses composantes à véritablement changer de mentalité, à s'abstenir d'instrumentaliser les populations sous l'effet de fallacieux prétextes et arguments qui soient toujours de nature à mettre le feu aux poudres. Bref, à faire la politique autrement. Et donc ça, c'était le premier article sur la réconciliation, les tenants et les aboutissants, et surtout les objectifs que nous voulons atteindre. Parce qu'avec cette classe politique composée d'opposants irresponsables, il n'est pas évident que la réconciliation soit véritablement ce que ces personnes-là souhaitent. Nous continuons toujours avec un autre sujet qui est important. La Côte d'Ivoire lutte contre la corruption et le racket. 73 dossiers de procédures d'enquête disponibles. Une campagne publicitaire contre la corruption à Abidjan, comme vous pouvez bien le voir en cette date du 4 juin 2021. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, a décidé de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. La preuve, après avoir créé la haute autorité de la bonne gouvernance, il a mis en place lors de son gouvernement d'avril dernier un ministère dédié à la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption dirigée par Zorobi Balo. La première réunion de travail trimestrielle pour faire le point de la lutte contre la corruption et le racket, présidée par le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi, a eu lieu hier jeudi 3 juin 2021. Selon ce dernier, ils ont débattu des problèmes se dressant sur le chemin de la lutte contre ce fléau et relevé des propositions pour soutenir la politique de lutte contre la corruption prônée par le président de la République et le gouvernement, avant de souligner que la réunion s'est achevée par la remise de 73 dossiers de procédures d'enquête diligentées par le commandant de l'unité de lutte contre le racket contre des forces de l'ordre. L'opinion attend désormais que les dites enquêtes aboutissent et que les mises en cause répondent de leurs actes devant la loi. C'est vraiment important. Nous allons continuer et terminer avec le dernier sujet du jour qui concerne toujours la réalité politique en Côte d'Ivoire. Et avant-hier, nous lisions le même rapport, mais nous vous lisons encore une fois de plus le tout dernier rapport qui est paru ce 4 juin 2021. Et cela concerne la haine en ligne relativement à la Côte d'Ivoire, les animalisations et les propos sexistes bien trop nombreux. Entre le 20 et le 26 mai 2021, 101 discours de haine ont été collectés sur un total de 148 profils, pages, groupes Facebook. Une tendance générale à la baisse, soit moins 16%, mais il n'y a pas de raison de se réjouir. 3 types de propos haineux, dont 2 les plus graves, sont en hausse. Il s'agit des animalisations et des propos sexistes.
En seulement une semaine, les injures visant à assimiler des personnes à des animaux ont augmenté de 25%. Effet nouveau, la formalisation du mot porc pour les partisans de l'opposition et mouton pour ceux du pouvoir ne semble plus d'actualité. Pour peu qu'un interlocuteur ait été d'un avis différent, il a automatiquement été taxé de mouton. Pour ce qui est des propos sexistes, il enregistre la plus forte hausse, soit plus 70%. Le sujet principal des conversations observées l'explique peut-être sans le justifier. Il s'agit de l'arrestation puis la condamnation de la cyberactiviste Fofana Mawa pour la divulgation d'une vidéo incitant au trouble et appelant au meurtre de ressortissants nigériens. L'une des principales remarques depuis le début du monitoring des discours de haine en ligne en septembre 2020 est une recrudescence des propos sexistes et des injures à caractère sexuel parfois très vulgaires, lorsque l'actualité met en première ligne des femmes, comme c'est le cas cette fois-ci. Même quand ce n'est pas le cas, pour s'en prendre à des hommes, les internautes ivoiriens ont la facilité de s'attaquer à leur mère. Les autres résultats de l'observation des discours de haine en ligne effectués cette semaine révèlent que les pages restent les principales sources de discours de haine avec 94% de l'ensemble collecté. 5 types de propos haineux sont en baisse. Injures et diffamation, xénophobie, injures à caractère identitaire, attaques contre communauté, incitation au meurtre, justification, apologie de la haine, quand 2 autres types n'ont pas connu de variation. Il s'agit de la délation, des vœux macabres. 3 principaux sujets ont marqué les conversations observées cette semaine. Outre l'affaire Mawa Fofana, il s'agit des violences contre les Nigériens vivant en Côte d'Ivoire et du démenti de l'annonce du supposé décès du président du Conseil constitutionnel, fait par l'avatar Chris Yapi, qui n'est autre que le fameux et lamentable Soro Guillaume. Le monitoring des discours de haine en ligne est une activité du programme Transition et Inclusion Politique, financé par le USAID et mise en œuvre par le National Democratic Institute, le NDI, Internews, ainsi qu'une coalition d'organisations de la société civile ivoirienne. Et donc, chers auditeurs, c'était plus ou moins ce que nous avons pour aujourd'hui. Et comme nous le disions, il est très important de savoir où nous allons pour éviter certaines erreurs capitales. Et la promotion de la haine, nous connaissons ceux-là même qui en font l'apologie. Nous connaissons aussi leurs méthodes. Le gouvernement et la justice ivoirienne doivent se montrer beaucoup plus fermes et résolus à lutter contre ces personnes qui n'ont pour autre capacité que de propager la haine et de s'asseoir pour regarder les conséquences sur la population et même au-delà même de notre pays. Il est donc important que l'État, dans sa dynamique de vouloir apaiser l'environnement, ne lésine sur aucun moyen pour frapper là où il faut, la manière la plus forte, afin que la haine puisse cesser. Et comme je le disais hier ou avant-hier, je crois que c'est chose faisable si le gouvernement et la haute autorité, la HACA, veut prendre des dispositions pour essayer de filtrer, de cibler ces personnes qui sèment la haine en pensant qu'elles sont en train de faire du bien. Elles sont bel et bien conscientes que ce qu'elles font n'est pas normal, mais puisqu'elles ne trouvent pas la rigueur nécessaire en face, elles se disent donc qu'il faut continuer.
Et donc, tous ceux qui sont promoteurs de la haine, comme je le disais, que ces personnes soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, la Côte d'Ivoire est suffisamment autonome des choix qu'elle veut se donner. Et la Côte d'Ivoire, à partir de son IP global, de son numéro d'Internet global dans le monde, peut cibler ces personnes-là et les bannir directement de son contexte. Ce sera aussi une chose salutaire et chose utile afin de ramener les uns et les autres à la raison. C'est vraiment très important et c'était des choses qu'il fallait signaler. Et donc, nous en avons fini avec les actualités de la journée. Il y a Fofana, notre mère Fofana Kadi qui demandait, dites-nous pourquoi les opposants sont si agités. Effectivement, Madame Fofana, ce que vous dites n'est pas faux. Quand vous regardez aujourd'hui cette amitié suspecte et je dirais même lugubre entre le PDCI et le FPI, qui pensent être aujourd'hui les meilleurs copains du monde contre le régime en place, on se demande très bien jusqu'où ce mariage peut aller, ce mariage contre nature pourra aller, parce qu'on sait très bien par nature que le FPI se caractérise par sa violence, sa vulgarité et surtout son indignité, le manque de dignité absolue à respecter ses engagements, à respecter ses paroles. Et donc, avoir un PDCI aujourd'hui qui va se marier à son propre violeur, c'est à se demander que le PDCI est tombé si bas. Et vous voyez effectivement que le PDCI n'est plus dirigé. Et dans le même temps, l'agitation de toute cette classe d'opposants ivoiriens sans objectif et sans stratégie, ils demeurent et ils sont toujours actifs sur le terrain de la déstabilisation. Et nous avons suffisamment parlé de cela. Et nous avons suffisamment donné des détails dans les différentes séances de communication que nous avons eues ici. Et nous avons dit presque tous les modes opératoires que nous connaissions. Et donc, avec ces opposants, il ne faut jamais dormir sur des lauriers et penser que le travail, il est fini. C'est des gens qui ne font que changer et s'améliorer dans le mal. Et d'une certaine façon, cette opposition-là, qui est constituée de personnes de peu de valeur morale et même de qualité intellectuelle, excelle malheureusement dans l'académie du crime. Et je parle du PDCI, du FPI et du GPS et de Sorogium. Quand vous mettez tous ces individus ensemble, on se rend compte que c'est véritablement une académie du crime où chaque jour, ils ne font que se surpasser pour créer beaucoup plus de mauvaises choses contre le pays. Et nos dirigeants doivent rester constants dans leurs manœuvres, faire ce qu'ils ont à faire et surtout commencer à être beaucoup plus rigoureux contre ces personnes-là pour pouvoir pacifier le pays et permettre au pays d'être beaucoup plus tranquille. C'est ce que je pouvais dire. Soit dit en passant, je salue notre frère, le grand parrain, Marius Koudou, qui nous dit bonsoir éclaireur, bonsoir à tous, vive le RHDP. Chers frères, nous vous disons merci et surtout merci pour tout le grand travail que vous faites. De façon visible comme dans l'ombre, vous faites beaucoup et nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le dire en public. Et ça se fait aussi que j'allais profiter pour toujours, comme je le dis, il faut avoir le courage, ceux qui font de bonnes choses, il faut avoir le courage de le dire. Il ne faut pas attendre que le bonheur frappe à ma porte avant de me rendre compte du bien que les autres font. Nous disons grandement merci à l'ASPR qui, vous le savez, a apporté de l'aide à un de nos frères qui n'était pas en bonne santé. C'est des choses, peut-être qu'il n'aurait pas aimé que je le dise de cette façon, mais en même temps, la vérité ne peut pas se cacher. Et il n'y a pas deux manières de dire la vérité. Quand vous avez fait du bien, il faut qu'on puisse le dire et il faut qu'on puisse aussi dire ceux qui ont fait le bien. Ça peut aussi encourager d'autres personnes à faire autant ou même à faire mieux. Et donc, à travers les actions de M. Koudou Marius, à travers des actions de certaines personnes comme l'ASPR, on retrouve de l'espoir et on retrouve
un aspect, un visage humain que beaucoup reprochent même au pouvoir d'Abidjan. Beaucoup, parce que quand nous écoutons les populations, souvent les gens disent des choses qui sont très importantes. Et donc souvent, il ne faut pas juste seulement passer les choses du revers de la main et dire, ah, les gens aiment trop parler. En fait, les gens ne parlent pas sans rien dire. Tout ce que les autres disent, quand vous prenez le temps d'écouter, il y a toujours quelque chose d'important à retirer là-dedans. Et les gens aiment le dire, et même c'est partout, et c'est même, je dirais, à la limite, une vérité, le rapport du pouvoir avec le social. Je vais dire, le pouvoir réussit des grandes choses, le pouvoir réussit, mais en ce qui concerne le rapport humain, il est toujours difficile. Et ça a été, je dirais, peut-être une gangrène de notre régime qui fait de belles choses et qui fait vraiment des choses qui font rêver. Mais malheureusement, le rapport humain, il y a une certaine froideur qui fait que les gens, quand bien même qu'ils aiment et qu'ils apprécient tout ce qui se passe, ils se disent, ils ne sont pas humains comme les autres, ou bien ils ne sont pas véritablement humains comme on le souhaiterait. Et je crois que des gens comme Koudoumarus, comme Lasper, viennent démontrer le contraire. Et ces oasis que vous voyez dans le désert, moi je préfère voir le bon côté. Je préfère une oasis avec, je préfère un désert, si vaste soit-il, avec 1, 2, 3 oasis, que 0 oasis. Et ces rares personnes qui existent et qui font parler leur cœur, qui font parler la volonté même de vouloir humaniser le rapport du régime vis-à-vis de la population, il faut encourager ces personnes et leur dire que ce qu'elles font, ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds, c'est des choses que nous voyons, c'est des choses que nous vivons. Et nous disons à ces personnes de ne pas se décourager. Et donc, nous leur disons merci et toujours merci. Donc, pour tous les éditeurs qui ont des questions ou des avis, vous pouvez les émettre et nous allons nous faire fort de les lire afin de pouvoir quand même apporter le peu que nous savons. Il y a Eric qui demandait, Eric Kenzo, bonsoir l'éclaireur, est-ce que Seplou le boulanger n'appréhende pas son retour sur Abidjan? A-t-il vraiment envie de rentrer? Bon, cher frère Eric, je ne sais pas ce que nous pouvons dire, mais c'est des roublards en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons une bonne maîtrise de la psychologie de ces personnes-là. Parce que déjà, tout ce que tout le monde sait, ce sont des roublards, ce sont des personnes qui ont plusieurs langages à la fois pour ne rien dire et toujours dans le sens de vouloir faire du mal à la République. Voyez-vous que pour un retour, si on avait des gens responsables en face, plutôt qu'aller danser ailleurs avec des personnes comme le PDCI et autres qui ne peuvent rien apporter à la République ni encore à cette opposition farfelue moribonde, ils font semblant de penser qu'ils veulent donner une certaine union, dire que toute l'opposition est unie et qu'ils peuvent réussir. Mais en réalité, quand vous mettez 1000 personnes inutiles ensemble, vous n'obtenez rien de bon. Et les gens aiment rêver sur les acquis du passé ou bien les reliques même du passé, comme je le dirais, à imaginer que comme dans certaines années du passé antérieur, il y a eu le RHDP qui était né. Mes chers frères et sœurs, ne nous blaguons pas. Les opposants ivoiriens, vous êtes des personnes sans valeur. Et quand je dis sans valeur, vous n'avez pas... Montrez-moi quelqu'un parmi vous, ou même vos leaders, qui ait de la qualité morale. Montrez-moi quelqu'un qui a de la qualité sur les acquis du passé, parce que chacun de vous a dirigé. Et donc, quand on dit que vous n'avez aucune qualité, ça veut dire que vous n'avez aucune compétence. Vous êtes une bande de vauriens. Vous êtes des personnes de piètre qualité morale qui ne peuvent rien apporter. Et quand on le dit, ce n'est pas parce qu'on veut dire en vous projetant dans le futur, mais c'est pas sur la base de ce que vous avez déjà apporté à la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, Bédier et tout autre n'ont apporté que la xénophobie, le désordre, l'irresponsabilité, le meurtre gratuit des citoyens. Et
toutes les tribulations que vous pouvez connaître, pire même que les 7 fléaux d'Égypte. Voilà ce que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, quand on voit ces mêmes personnes-là se réunir et penser qu'elles peuvent avoir de l'importance, ça fait rire, mais ça fait pitié. Mais nous vous comprenons. Votre volonté, c'est de vous unir dans le mal pour essayer de nous tirer vers le bas. Mais en réalité, lorsque nous prenions, en faisant une comparaison, le RHDP et ce que vous voulez créer, qui ne réussira jamais d'ailleurs, on voit que la différence est toute nette. C'est comme le ciel et la terre. Parce que figurez-vous que dans le RHDP, des personnes de grande qualité morale, des personnes avec des compétences mondialement reconnues comme le président Ouattara, Ouattara lui seul, c'est Ouattara lui seul qui faisait le RHDP. Dans son essence naturelle, je ne parle même pas du RHP de maintenant. Je parle même du véritable RHDP qui a pu dégommer Gbagbo du pouvoir. Ouattara a lui seul représenté 90%. Et donc, on comprend, quand je dis ça, il faut qu'on s'explique. Ouattara à lui seul déjà est une référence morale. Ouattara à lui seul déjà ouvre des portes. Ouattara à lui seul déjà représente une puissance qui a fait ses preuves partout dans le monde. Et donc, quand on va s'associer avec des personnes, il faut plutôt regarder la qualité des personnes et non la quantité. Mais quand on voit des moribonds, des grigous comme B86 et Seplou le maladif se mettre ensemble pour dire qu'ils ont formé une union et que c'est eux qui vont aider le pays, ça fait vraiment froid dans le dos et on se dit que vraiment la Côte d'Ivoire méritait mieux que ça. Au moins, la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Des tontines de personnes sans valeur qui pensent qu'ils sont importants par le bruit qu'ils font. C'est zéro. Cette Côte d'Ivoire à laquelle nous aspirons, c'est une Côte d'Ivoire de travail, une Côte d'Ivoire de discipline et surtout une Côte d'Ivoire de rigueur. Mais des personnes sans rigueur morale, sans rigueur intellectuelle et sans résultat probant qui s'unissent, même si vous réunissiez 1000 ou bien 10 000 Laurent Gbagbo et 10 000 Bédier, sachez que c'est des poids morts qui ne peuvent rien représenter ni dans le futur, ni dans le passé parce qu'ils n'ont rien fait. Et c'est cette réalité-là qu'il faut qu'on vous dise. La Côte d'Ivoire mérite mieux et la Côte d'Ivoire va se donner les moyens de faire tout pour que ces personnes-là, sans valeur, puissent rester dans leur cocon pour continuer à penser qu'elles ont de l'importance alors qu'il n'en est rien en réalité. Il y a Saratos qui demandait « Bonsoir, monsieur l'éclaireur. Est-ce que Kakabe n'a pas une feuille de route émanant du Prado en ce qui concerne le dossier Gbagbo ?» Et je ne saurais vous dire oui ou non, mais je vais dire que quelle que soit la décision ou bien ce que nous pourrions penser, la question est aussi de savoir est-ce que Kakabe sait comment il joue son rôle. Voilà comment moi j'appréhende la question. Et jusque-là, depuis avril, si je ne me trompe, non, Kakabe a été nommé avant avril, parce qu'il a été nommé quelques jours avant la déclaration de serment du président. Et donc, il y a bien longtemps qu'il est nommé. Et donc, depuis le temps qu'il est nommé, même si je ne m'amuse, même si je prends 6 mois, en 6 mois, il devrait être capable de lui-même faire une feuille de route. C'est vrai, le président peut peut-être lui donner une feuille de route, mais un homme intelligent, un homme qui veut se rendre efficace, il devrait plutôt être capable de faire sa propre ligne de conduite et d'essayer de mettre cela en harmonie avec les grandes lignes du gouvernement et proposer des choses qui allaient plus aller dans le sens de véritablement impacter. Et malheureusement, si c'est pour faire revenir, comme je le disais dans l'article précédent, pour faire revenir le dangereux criminel, le boucher d'Abidjan, et tous les bandits de la République et penser que nous sommes en train de faire de la réconciliation. Et après, blanchir les casiers judiciaires des voleurs de la République comme Katina,
et des personnes de piètre moralité comme Damana Picasse et des gourgandines de la sorte de Eivé et de Odette Lorugnon, vous comprendrez aisément que ça ne sert absolument à rien et que la réconciliation en elle-même, si c'est sous cet aspect-là que Kakabe appréhende, c'est qu'il est mal parti parce qu'en réalité, il faut plus de deux ou au moins deux personnes pour faire une réconciliation. Or, à ce à quoi nous assistons, c'est à un blanchiment, à même, je dirais même, à l'éloge des criminels pour qu'ils puissent rentrer. Et Kakabe, malheureusement, ne semble pas bien s'y prendre et il pense qu'en copiant le folklore du passé, c'est comme ça qu'il réussirait à faire de la réconciliation. Tandis que les vraies victimes le regardent et les vraies victimes assistent. Mais je dis que, quel que soit le jour, la date et l'heure à laquelle Gbagbo viendra, les vraies victimes, si on veut les oublier, si on veut demander aux vraies victimes de la fermer, les vraies victimes, comme je le dis, prendront leurs responsabilités dès qu'elles auront appris que Laurent Gbagbo a mis les pieds en Côte d'Ivoire, et c'est ce qu'elles étaient en train de vous dire. Nous allons lui rendre la tâche plus que pénible. Et nous ne nous sommes jamais cachés. Et nous le disons, et nous préparons des gens à cela. Et nous allons rendre la situation plus que difficile à Laurent Gbagbo et à l'opposition. De la même manière que vous êtes déterminés, votre joie sera très amère, de sorte que vous allez même regretter le fait que Laurent Gbagbo revienne. Et donc, sachez que les victimes ne vont pas s'asseoir et vous laisser décider de vous moquer une fois de plus d'elles. Aujourd'hui, toutes les victimes ont compris cela. Et les victimes se sont manifestées pour qu'elles puissent être prises en compte, pour qu'elles puissent être écoutées. Et une fois, lamentablement même, Kakabe même a invité les victimes à pouvoir ne pas parler. Et c'est des choses qu'on ne fait pas. On ne demande pas à quelqu'un qui a la main dans le feu de ne pas crier, mais plutôt on cherche à savoir pourquoi la main a été mise dans le feu et on cherche à aider la personne. Ces personnes aujourd'hui qui s'estiment être des victimes, elles sont dans tous les camps, comme je le dis et que je l'ai toujours dit. C'est des personnes humaines qui méritent respect, qui méritent aussi qu'on sauvegarde leur dignité et qui méritent aussi qu'on puisse être capable de les regarder en face, droit dans les yeux, pour leur dire ce que vous demandez, c'est votre droit le plus absolu, parce que les criminels n'ont que trop faire de faire du mal à la République. Et il faut que ça cesse. Il faut que nos politiciens changent leur manière de faire de la politique. Et surtout, quand vous voyez le PDCI qui s'attaque à lui-même Kakabe et à des journalistes, vous comprenez combien de fois le rapport violence dans ces partis-là est si facile. À l'époque, on disait que c'est le RDR qui était violent. On disait que c'est le FPI qui était violent. Mais aujourd'hui, on se rend combien de fois ceux qui disaient qu'ils n'avaient pas l'ADN dans leur, qu'ils n'avaient pas la violence dans leur ADN. On se rend compte que ce sont ces personnes-là même aujourd'hui qui ont peaufiné toutes les stratégies pour compter le nombre de morts de CNT. C'est encore ceux-là même, même les hommes morts, les victimes qu'ils ont pu faire, ils les ont dénombrés exactement. Henri Konan Bédié a dénombré exactement sur tous les morts de la crise qu'ils ont voulu créer. Je crois qu'il a approximativement donné un certain nombre de victimes parce que ces personnes-là étaient de son ethnie ou bien du PDCI. Et pour eux, c'est ceux-là qu'ils reconnaissent comme des victimes et ils ne s'en sont pas cachés. Voilà malheureusement là où nos opposants veulent nous conduire. Et donc quand ils veulent la réconciliation, quelqu'un qui ne t'a pas aimé vivant, quelqu'un qui ne t'a pas aimé lorsque tu es mort, ça veut dire que la détermination de ces haineux, la haine et même, je dirais même le venin de ces personnes-là est sans limite. Quelqu'un qui n'a pas eu honte de respecter le mort n'aura jamais de légat pour les vivants. Et ceux qui pensent que cette opposition-là, il faut s'amuser avec elle, vous vous trompez. Chers RHDP, chers victimes, levez-vous et réclamez la place qui vous revient de droit. Nous n'encourageons absolument pas la violence, mais en faisant des démonstrations de marche, en nous levant pour exiger dès l'arrivée de Laurent Gbagbo
pour lui dire, comme tu es arrivé, effectivement, si la justice mondiale a pu échouer à te montrer les vrais criminels, les vrais crimes que tu as commis, toi-même dans ta conscience, tu le sais, et les victimes, nous avons les marques sur nous. Voilà nos bras coupés, voilà les pieds, voilà les estropiés, voilà les femmes violées, voilà toutes les formes de turpitude que vous avez commis. Et toi, en premier, le chef, tu quitteras l'aéroport pour aller directement à la justice, rendre compte et de là aller séjourner à la Maka. Ça sera la plus grande victoire des victimes contre toute la classe politique ivoirienne. Les politiciens, tant que nous les victimes, nous n'allons pas poser une action pour contraindre tous les politiciens de tous les bords à comprendre que tuer les plus faibles que nous sommes, tuer les honnêtes citoyens pour leurs intérêts égoïstes, tant que nous n'allons pas mettre fin à ça, malheureusement, ça ne cessera jamais. Il faut avoir le courage de se dire la vérité. Et donc, l'arrivée de Gbagbo a un mérite, c'est que cette arrivée-là servira à mater tous les criminels et tous les politiciens qui pensent qu'ils peuvent faire de la politique en tuant vraiment et que cela restera sans conséquence. Il faut être capable de mettre fin à cela et de la façon la plus ferme possible. Et donc, nous comptons sur la mobilisation de toutes les victimes. Nous comptons sur la mobilisation de toutes les personnes qui veulent réellement faire primer le droit humain, de ne pas rester silencieux, de ne pas faire de compromis au détriment des vraies victimes. Faisons ce combat-là, menons-le. Ça va nous libérer tous et une bonne fois pour toutes. C'est vraiment important. Il y a notre sœur Justine qui dit « Kakabe ne pourra rien faire dans ce ministère car il sera vomi. Il voulait juste être ministre, ce monsieur. Il n'a pas d'influence, zéro pointé. » Il y a notre frère et bien-aimé, M. Jackie Ouma, qui dit ceci, bonsoir éclaireur. Du retrait de la suspension, des opérations conjointes de l'armée française avec celle du Mali. Effectivement, cette question, j'avais même voulu faire une analyse critique là-dessus, mais je vais me résumer simplement pour dire que ce n'est pas une bonne situation. Cette situation n'est non seulement pas bonne pour le Mali, elle n'est pas bonne aussi pour toute la sous-région, parce que la semaine passée, les Américains ont coupé toutes les aides militaires. Et quand on parle d'aide militaire, les gens pensent que c'est les armes et autres. Mais l'aide militaire, la première aide militaire véritable qui est la plus puissante, c'est l'information militaire. Tu as beau avoir tous les armements, si ton ennemi ou bien tes adversaires ont plus de renseignements contre toi ou bien sur toi, ils vont te vaincre inévitablement. Et aujourd'hui, quand on regarde des pays, quoi qu'on dira, puisque nous-mêmes, Africains, ne voulons pas prendre nos responsabilités, et avons toujours laissé l'Afrique être le terrain des puissances. Parce que ce qui trompe en fait les Africains, on pense qu'on peut répéter les mêmes méfaits de l'histoire et récolter des résultats différents. Regardez un peu en Éthiopie, avec les troupes italiennes. Regardez un peu en Somalie, lorsque la déchéance des Américains. Regardez un peu l'Afrique, où quand elle était divisée entre le bloc communiste et le bloc des Occidentaux. Et donc, c'est la même chose qu'on veut reprendre en pensant qu'il y aura des réalités différentes. Ça ne marchera pas, chers Africains. Pensez que la Russie peut tout faire. La Russie, aujourd'hui, n'est pas plus puissante que le monde entier. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Et donc, il est même mieux d'être dans un groupe où il y a plusieurs intelligences et plusieurs capacités et apporter un résultat concret plutôt que de se donner les services d'une seule personne et penser que la Russie pourra par miracle réaliser tout le problème. Et malheureusement, comme si cela ne suffisait pas, mais il faut bien comprendre que nous sommes en pleine politique. Nous sommes en pleine politique. Et donc, l'armée française vient encore une fois de plus de retirer aussi ou même de suspendre toutes les opérations conjointes de l'armée française avec celle du Mali. Et donc, dans des termes plus simples, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple du Mali qui souhaitait le départ de la France, c'est une manière de leur dire que la France va rester là et assister en spectateur. C'est ce que ça veut dire dans un premier temps.
Les États-Unis vont se retirer, comme ça a été déjà le cas, en suspendant l'aide financière. Or, aujourd'hui, l'armement militaire, l'entretien même des troupes, ce n'est pas un jeu. Est-ce que le Mali en aura tous les moyens? Si la Russie faisait ses preuves et qu'elle pouvait réussir, la Russie aurait pu réussir en Centrafrique. Mais quel est le résultat qui est en Centrafrique? C'est tout ça qu'il faut poser comme question. Et regardons aussi la nature même des relations. Comme je le dis, de façon radicale, nous autres Africains, tant que nous ne comprendrions pas que notre bonheur viendra de nous-mêmes les Africains, tout ce que nous faisons là, c'est zéro. Mais encore pire, quand on va se choisir un nouveau maître, en pensant que ce nouveau maître-là va peut-être nous aimer plus que l'ancien, alors que ce maître vient pour ses propres intérêts, c'est assez malheureux et on n'aura que les mêmes résultats. Et les conséquences, ça va permettre aux djihadistes de respirer et de peut-être même reprendre une santé et de pouvoir faire le plus de mal dans la zone ouest africaine et compliquer la tâche même au G5 Sahel et à toutes les formes même de négociations politiques et militaires qui avaient été déjà mises en place. Parce que vous savez que nous sommes dans un monde interconnecté. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et en politique, il y a ce qu'on appelle l'effet domino. L'effet domino, c'est-à-dire qu'à partir d'un seul élément qui chamboule, tout le reste s'écroule. Et malheureusement, c'est ça. Aujourd'hui, en pensant peut-être à leurs propres intérêts et en pensant qu'en s'attaquant à la France pour dire à la France de quitter, ou bien en affaiblissant la France, vous oubliez que cette France-là est soutenue par tout le bloc occidental. Vous oubliez que les membres permanents de l'ONU ont des deals entre eux. Et donc, en faisant ça, on peut prendre une petite décision, comme ce qu'ont fait Assimi Goïta et ses partisans, mais derrière les conséquences, que ce soit dans le Mali et dans le monde, voilà maintenant qu'elles sont en train, ces conséquences, de se déplier les unes après les autres. Et donc cette région-là, si vaste soit-elle, va rester là, sous un soi-disant contrôle d'une certaine Russie, alors qu'en réalité, cette Russie-là vient effectivement pour d'autres raisons qui sont totalement différentes même de l'amour du peuple malien. Les mêmes raisons qui font que nous étions en train de dire que les Français ne sont pas bons, c'est encore pour ces mêmes raisons que les Russes vont venir. Et là, avec la possibilité qu'on ne sait pas à quelle sauce on sera traité. Et c'est malheureux de faire de la politique avec les sentiments, de faire la politique dans les approximations, en pensant que ça va donner des résultats. Ça ne nous conduira qu'au chaos et à une perte de temps énorme. Il y a notre sœur et mère bien-aimée Marguerite Aki qui dit: chers administrés, ne laissez pas les populations pauvres sans rien faire alors que les moyens de l'État sont faits pour elles. Je sais, l'occasion pour vous dire que le vrai bonheur, votre bonheur, et vous verrez que votre bonheur commencerait par là. C'est vraiment important parce que même les pays les plus grands, comme les États-Unis, ou bien même tous les grands pays, il y a de l'aide sociale. Tout le monde ne peut pas être logé à la même enseigne. La nature même n'a pas créé toutes les choses dans l'uniformité. Là où on parle du haut, il y a des bas. Là où on parle de droite, il y a la gauche, ainsi de suite. Si on était tous riches, le monde ne serait pas bon à vivre là-dedans. Et si on était tous pauvres, le monde ne serait pas bien à vivre. Je crois qu'il y a un sens de l'équilibre que les dirigeants doivent comprendre. C'est vraiment très important. Quand on voit les dirigeants africains devenir en moins de 6 mois, 4 mois, devenir multimilliardaires sur le dos des populations, ce que vous oubliez, c'est que vous désorganisez des lois naturelles. Il n'y a pas de hasard dans la création. Si l'éclaireur, par exemple, prend un raccourci pour faire un détournement de 10 milliards, c'est la vie de peut-être 500, c'est la vie peut-être de 1, 2, 3, 4 millions de personnes qu'il aura détruit sans s'en rendre compte.
Quand l'éclaireur va s'amuser à faire un détournement de 2 milliards ou même de 6 milliards qui était destiné, comme Guy Caillou l'a fait avec Bédier, en réalité, les gens pensent que la somme c'était 8 milliards, mais en réalité, c'était 12 milliards. C'était 12 milliards qui ont été détournés. L'aide de l'Union européenne qui avait été accordée à l'époque pour pouvoir reconstruire nos hôpitaux, apporter le matériel et autres, c'est Bédier et Guy Caillou qui ont détourné ces 12 milliards. Et donc, comprenez que lorsque vous vous engagez dans une telle démarche, c'est 25 millions de personnes. Vous détruisez la vie de 25 millions de personnes et après, vous vous attendez à ce que des miracles puissent se produire. Et donc, il faut que nos dirigeants sachent que une fois que vous faites une course à la richesse et de façon injuste et illégale, vous détruisez vos peuples et quand la misère va atteindre un niveau insupportable, vous serez les premières personnes. Oui, il y a quelqu'un même qui me connaît pour dire que c'était 18 milliards même. Voilà, merci beaucoup. Qui me dit même que c'était 18 milliards. Voilà, s'il vous plaît. Et donc, avec autant d'exemples, nous vous disons ceci. Les opposants que sont Laurent Gbagbo, les opposants que sont M. Bédier et le PDCI et le FPI et le GPS, ils ont des agendas très clairs pour la Côte d'Ivoire. Sorogium leur sert de bras armés avec les Blé Goudé, les Simone Eivé, pour tuer toute personne qui ne va pas partager leurs idées. Eux, ils ont un agenda qui est clair, l'opposition ivoirienne. Et tous ces tueurs-là, je peux, comme on le fait toujours, on cite leur nom, ils ont déjà à leur actif, ils ont dans leur CV les preuves qu'ils ont fait. Vous savez ce que Sorogium a fait en Côte d'Ivoire? En massacrant tout le peuple sans distinction, à commencer même par le peuple du Nord. Vous prenez Simone Eivé Gbagbo quand elle est venue, elle s'est bel et bien illustrée avec les viols qu'elle applaudissait et elle-même sélectionnait les gens, les violeurs, pour violer les femmes en masse. Et comme si cela n'était pas suffisant, elle a créé les escadrons de la mort pour éventrer toutes les personnes qui n'étaient pas d'avis. Sans oublier tous ces mercenaires dispersés dans le monde, ces chiens de guerre qu'elle entretenait partout en Côte d'Ivoire, les Biélorusses, les Français, les Sud-Africains et autres. Quand vous prenez encore Bédier et leur spécialité du PDCI, et c'est pourquoi, chers auditeurs, faisons beaucoup attention, le PDCI, leur spécialité, c'est les détournements de fonds. Et c'est de ça que nous étions en train de parler. Si vous pensez que le PDCI est fâché parce qu'ils veulent venir faire mieux que Ouattara, vous êtes en train de vous tromper. En fait, tout le temps qui est passé, ça va faire 26 ans maintenant, si je ne m'abuse, de 1999 à maintenant, ça fera le temps que ça doit faire. En fait, ce qui les fait mal, eux, ils ont passé 26 ans sans pouvoir détourner à outrance. Chers parents, voilà ce qui fait mal au PDCI. Eux, quand ils disent qu'ils sont les héritiers naturels du pouvoir, en réalité, ce n'est pas. C'est une manière polie de vous dire que eux, là, tout ce qui est le bien de la nation doit passer par eux et c'est eux qui doivent décider de notre bonheur et de ce qu'ils veulent nous donner. Et donc, voilà la haine qu'eux, ils ont. Tant que quelqu'un sera là pour dire qu'on doit travailler pour construire des ponts, on doit faire des routes, on doit construire des écoles, eux, ils n'aiment pas ça. Eux, ils veulent prendre toutes ces sommes-là, mettre ces sommes par devers eux-mêmes, sur eux-mêmes, et maintenant, vous regardez 26 millions, 30 millions d'Ivoiriens souffrir et chaque jour leur tendre la main pour dire « Ah, vieux père, il faut me donner 10 000. » Et eux vont décider de votre destin comme si vous étiez nés pour être des mendiants ou bien des incapables. Ça, c'est le PDCI. J'ai déjà parlé du GPS. Ceux-là, ce sont des machines à mort. Vous prenez les tueurs de Sorogium, les escadrons de la mort de Simone Eivé Gbagbo, le fait d'être brûlé vif avec les GPP et les miliciens comment il s'appelle, de Blé Goudé, qui se faisait même appeler Blé 125. Et donc, eux, il faut qu'eux, ils imposent la terreur pour tuer le peuple. Eux, ils ne sont pas dans la confrontation d'idées ou bien même dans la résolution pacifique des faits. Une fois qu'eux ne t'aiment pas, ils vont te tuer. Et une fois qu'ils veulent quelque chose de toi, ils tombent sur toi violemment et ils prennent. Regardez même. Parce qu'il y a un dicton qui dit ceci.
que le poussin qui va devenir un beau coq, depuis son début, on sait. Depuis qu'il est poussin, là, on sait que ça, là, lui, va être un bon coq. Depuis que Blé Goudé, Soro Guillaume et autres sont rentrés à l'université, jusqu'à venir faire ce que vous connaissez, rébellion, tuerie de masse, etc., etc., brûler les gens vifs en Côte d'Ivoire. Posez-vous la question, s'ils deviennent présidents, là, ça sera quoi? Ça sera la même chose que Hitler faisait. Ils vont construire des camps de concentration. Et Soro Guillaume ne se gêne pas. Quand il dit et il fête les hommes qui lui tuent, parce qu'en réalité, ce n'est pas le pouvoir d'Abidjan qui empoisonne quelqu'un. Et si le pouvoir d'Abidjan le faisait, c'est que c'est le pouvoir le plus bête du monde. Comment le pouvoir d'Abidjan qui a besoin d'Amadou Gon Coulibaly, comment le pouvoir d'Abidjan peut lui-même se porter, se faire harakiri, se poigner dans le ventre et après mettre un vieillard d'Alassane Ouattara dans la difficulté. Et donc, on comprend clairement que un régime ne peut pas tuer même lui-même ses propres piliers. Mais ceux qui ont toujours dit, vous verrez, Soro Guillaume a promis qu'Amadou Gon Coulibaly n'allait pas vivre pour atteindre 2020. Posez-vous la question, est-ce que lui, il est Dieu? Est-ce qu'il est médecin? Comment il a su? Et Soro Guillaume a été la première personne à dire qu'Ahmed Bakayoko avait été empoisonné. Ça, au moins, vous allez dire que peut-être l'éclaireur ne dit pas vrai. Mais est-ce que ce que je dis, ce ne sont pas des choses vérifiables? Et donc, chers parents, si vous vous amusez à amener des gens au pouvoir comme Soro Guillaume, comme Blé Goudé, sachez que Blé Goudé, lui, il prend, je crois, essence 100 francs avec allumette 25. Il vous allume directement en pleine journée et vous allez brûler vif. Mais Soro Guillaume, lui, il va vous empoisonner ou bien même carrément même vous exécuter en pleine journée. Et ça concerne tout. Quand ils veulent votre femme et que vous rougissez, ils vous tuent. Et eux, ils sont tellement, comme dirait quelqu'un, quand ils veulent quelque chose, ils ne se donnent pas de limites. Et le FPI maintenant. Voilà un parti qui est rempli de personnes. Quand vous n'êtes pas suffisamment au fait de la réalité politique en Côte d'Ivoire, vous allez dire, waouh, c'est des gens qui ont beaucoup étudié. Mais chers frères et sœurs, la première réalité, c'est que ce sont des faux diplômés, à commencer par Laurent Gbagbo lui-même. Que Laurent Gbagbo nous dise qui a financé ses études. Il ne faisait que l'étude du latin et après, soi-disant qu'il a été fait de l'histoire, mais qu'on ait le courage de dire la vérité aux Ivoiriens. Laurent Gbagbo n'a aucunement fait ces études-là. Et qui a financé ces études-là? Qu'il ait le courage de le dire. Laurent Gbagbo aime dire qu'il est de parents très pauvres, qu'il dise qui a financé ses études. C'est bel et bien Félix Houphouët-Boigny. C'est ça aussi la réalité. Mais on saute sur ces détails. Pour en revenir maintenant aux hommes. Ils prennent le pouvoir. Et quand ils prennent le pouvoir, on se rend compte que c'est des gens qui, en réalité, ce que nous disons pour que vous le sachiez, s'ils avaient réellement appris leur savoir et que leur diplôme reflétait la réalité, on aurait vu cela dans leurs actes, on aurait vu cela dans leur gestion. Mais quand ils arrivent au pouvoir, ils n'ont aucune méthode, ils n'ont aucune connaissance de la gestion de la chose publique. Et donc, pour cacher leurs méfaits, il faut faire dans des discours frivoles, il faut haranguer les foules, il faut peut-être souvent partir à la rue Princesse pour dire aux gens que quand tu as déjà une prostituée à la rue Princesse, c'est déjà une PME, c'est-à-dire une petite et moyenne entreprise. Et à l'époque même de ces personnes-là, les prostituées de la rue Princesse ont fini par penser qu'elles avaient déjà des entreprises. Parce que certaines même promettaient qu'elles aimaient cette situation-là et qu'elles souhaitaient que le pays va au mieux. C'est malheureux. Ils nous ont tellement ramenés bas que c'était les détournements à outrance, mais avec une irresponsabilité légendaire. Et donc, ces trois groupes d'opposants que je viens de vous citer, qui constituent les opposants ivoiriens, après toutes les incompétences que je viens de vous dire et tout le mal qu'ils ont fait à la République, en 2020, ils viennent se réunir pour dire, cette fois-ci, on va tout faire pour enlever Ouattara. Mais ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'entre eux-mêmes, malgré tout ce que vous voyez là, ils ne peuvent jamais s'entendre.
On ne le souhaite pas. Mais essayons de faire une projection. Le RHDP n'est plus au pouvoir. La première chose que Soro va faire, c'est ce que je disais. Soro va chercher d'abord à éliminer tout cela physiquement et violemment. C'est aussi clair que ça. Et donc, faisons beaucoup attention. Nous ne voulons plus de cette Côte d'Ivoire de violence inutile. Nous ne voulons plus de cette Côte d'Ivoire où des individus vont s'exprimer pour être les plus violents et utiliser cette violence-là pour l'imposer au reste du peuple. Nous pensons plutôt que c'est les arguments. C'est le poids de l'intellect qui peut amener le pays à aller de l'avant et non les discours irresponsables et frivoles comme aime bien le faire le FPI et ses dirigeants avec les discours de haine de M. Bédier et des gens du FPI. Le pays n'en a pas besoin et je pense que nous méritons de nous montrer sous des meilleurs aspects. C'est vraiment la chose la plus importante. Il y a Eric Kenzo qui dit bonsoir l'éclaireur, le Prado n'a-t-il pas fait une erreur de casting en nommant Kakabe comme ministre de la Réconciliation? Vous vous souvenez très bien, lorsque Kakabe a été nommé, on a fait des analyses de projection et j'avais dit que le poste de Kakabe serait une patate chaude en ses mains parce que l'opposition ferait tout pour qu'il ne réussisse pas. Mais en même temps que nous l'attendions, je me souviens comme si c'était hier, et que nous l'attendons, que la moindre erreur, nous, RHDP, on l'attendait, et la moindre petite erreur, on va l'allumer comme il se doit. Et Dieu merci, Kakabe est en train de nous montrer qu'il a été une erreur de sélection. Effectivement, je ne dirais pas que c'est une erreur du président. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Si le président choisissait l'éclaireur comme ministre de la Réconciliation, mais vous-même, vous allez tous comprendre que c'est déjà un homme partisan. Mais en choisissant quelqu'un de l'opposition, quelqu'un qui plus ou moins était un modéré, et quelqu'un, parce qu'à l'époque où le président choisissait Kakabe, c'était la seule personne, c'était le seul interlocuteur avec qui le pouvoir en place pouvait parler, parce qu'il n'a pas participé au CNT, il n'a pas accepté la violence. Est-ce que si on partait prendre un gars du PDCI pour venir le nommer ministre, est-ce que nous, on allait accepter? Jamais. Quand je dis PDCI, Kakabe est du PDCI, mais je veux dire qu'il n'a pas participé aux violences. Il s'est clairement déterminé. C'est ce que je veux dire. On ne peut pas aussi prendre dans le FPI. Et donc, le moindre mal que nous aurions pu prendre était Kakabe. Mais actuellement, malheureusement, stratégiquement et politiquement, le président n'a pas fait d'erreur. Parce que c'est le moindre mal qu'il a pris en pensant que cette personne-là allait être capable de s'adapter et de pouvoir conduire à bien la réconciliation. Mais malheureusement, Kakabe ne semble pas s'y connaître. Voilà, ça c'est quand même assez triste et c'est la réalité. Il y a Kone Rahim qui dit le Prado a dit qu'il sait, Babo et Bédier, ce que l'un pense de l'autre. Oui, mais s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui maîtrise la scène politique et surtout, je dirais même la mentalité de notre opposition, c'est bel et bien le président de la République. Et donc, c'est pourquoi nous disons aux uns aux autres, restez tranquilles. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux informé aujourd'hui sur le problème de la Côte d'Ivoire que le président. Même un simple ministre de l'Intérieur est déjà quelqu'un qui est trop informé. Je dis bien un simple ministre de l'Intérieur est quelqu'un qui est surinformé. Imaginez-vous maintenant un président de la République et surtout quelqu'un qui a traversé les époques. Que ce soit les trois grands, ce ne sont pas des personnes qui sont nées de la dernière pluie. Ces personnes-là ont vu toute la Côte d'Ivoire, toutes les évolutions de la Côte d'Ivoire. Et donc pour nous qui sommes beaucoup plus jeunes, on peut peut-être certainement disserter, philosopher sur certaines questions, mais il y a beaucoup de choses que nous devons accepter que nous ne connaissons pas et que ces grands-là savent. Et donc, quand tu mets ce bagage historique et le bagage intellectuel de l'homme Ouattara et aujourd'hui le pouvoir qu'il a et les opportunités d'information qu'il a, comprenez que c'est l'homme le plus informé et donc l'homme le plus apte à pouvoir prendre les décisions les meilleures pour la République. C'est ça qui est important.
Il y a M. Diaki qui revient pour dire le Mali n'a ni la formation, ni les moyens militaires nobles, finances pour faire cette guerre-là. Et malheureusement, nos frères maliens sont à suivre ces personnes-là en pensant que leur sentiment de colère, tu as beau être énervé, la réalité finira par te rattraper et tu seras obligé de te calmer. Et quand les djihadistes vont dézinguer le Mali et la sous-région, malheureusement, les Maliens, sachez que vous aurez une étiquette, on dira que c'est par vous que la sous-région a été détruite. Et cette étiquette-là, vous allez la porter et vous en payerez le prix. Ça, il faut que vous compreniez ça dès le début. Notre souhait aurait été que les Maliens puissent, au moins avec toutes les expériences du passé récent, les coups d'État à répétition, prendre conscience pour comprendre qu'on ne fait pas de la politique avec les sentiments, mais on réfléchit d'abord avant maintenant de mettre des idées et prendre des décisions. C'est ça qui est important. Malheureusement, vous semblez toujours persister dans les mêmes erreurs pour inutilement conduire le peuple vers l'abattoir. C'est assez triste. Et donc, vous voyez que le monde est en train de se désolidariser de vous complètement. Et ça doit vous amener à réfléchir. Il y a M. Kassi-Edouard qui dit « Bonsoir éclaireur, les plaintes contre Franklin Nyamsi. Votre mot et pensée sous le de Paris pourra aussi faire l'objet. » Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et vous savez que pour moi, c'est des personnes sans valeur. Et je vous dis, ces personnes-là finiront, comme on le dit simplement, la nature elle-même a ses règles. Toute chose, tôt ou tard, finit par revenir à sa nature véritable. Quand vous avez fait le mal sera la récompense que vous aurez. Et ces personnes-là, pour le mauvais choix qu'elles ont eu à faire dans la vie, elles-mêmes savent qu'elles auront le prix à payer. Elles savent très bien qu'elles n'auront pas de lendemain tranquille dans leur existence. Et même ce que vous voyez là, ce n'est que le début d'une déchéance totale, d'un effondrement de ces personnes-là. Mais telle est la vie. Nous avons la capacité de pouvoir nous déterminer face au bien ou au mal et de faire un choix. Et quand vous faites le choix du mal, quand l'heure d'en payer le prix arrive, il ne faut pas crier au loup ou penser que c'est parce que le monde est contre vous, mais c'est parce que votre mauvais choix vient à vous dire que l'heure est arrivée de payer. C'est vraiment important. Il y a notre mère Solange qui demandait, mettons le cœur qui sauveront notre direct. Je vous dis vraiment merci beaucoup. On en a suffisamment besoin afin quand même qu'on puisse s'exprimer, même si c'est dans des conditions assez limitées. Et je remercie Kosoko qui m'a rectifié en disant que c'était plutôt 18 milliards et non 12 milliards comme je le disais. Voilà. Il y a Ablo qui dit bonsoir éclaireur. La réorganisation des combattants RHDP sur les réseaux sociaux et à quel niveau? Il faut que le projet aille jusqu'au bout. Je peux vous dire que tout est au mieux dans le meilleur des mondes possible, comme le disait Pangloss, et qu'il y a des bonnes nouvelles, comme je le disais. Et d'abord, je vais faire le retour aux cyberactivistes qui ont bien accepté de se joindre à nous pour déjà commencer un noyau. Et il y a déjà des bonnes nouvelles et il y a des très grandes nouvelles. Et c'est relativement à cela même que je disais hier, si peut-être certains ont compris ce que je disais que la présidence de la Côte d'Ivoire nous saluait 2 fois. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses, mais certainement qu'avec le temps, je vais déplier petit à petit certaines informations. Mais sachez que les choses sont en très bonne voie. Et que quand je dis en très bonne voie, ça veut dire que tout est bien finalisé. C'est ce que je veux dire. Il y a notre sœur bien-aimée, la charmante Mouna Kanté, qui dit pourquoi les opposants pensent que Gbagbo peut être au pouvoir sachant qu'il n'a plus toutes ses facultés. Mais parce que quand on pense qu'un être humain peut être un dieu, mais en réalité tout ça c'est du faux. Ils sont conscients de tout ça. Mais en réalité c'est toutes les facilités que Gbagbo leur donnait. Voilà que sous le régime de Gbagbo, ces gens n'avaient pas besoin de travailler. Il y a combien de milliers de personnes, comme je le disais, qui émargeaient à la cire? Il y a combien de milliers de personnes qui émargeaient à la présidence? Il y a combien de milliers de personnes qui émargeaient dans les grosses entreprises de l'État juste pour avoir été des militants du FPI? Et donc, c'est ça, quand les gens parlent de Gbagbo,
c'est toutes ces facilités qu'ils ont perdues. Et c'est ça qui les fait mal. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas accepter qu'eux, ils doivent travailler, accepter de se mettre sous l'autorité d'un patron ou bien d'une institution et gagner leur pain honnêtement et de la façon la plus honnête. C'est ça qu'ils n'acceptent pas. Je suis dans la personne de Laurent Gbagbo. Ils savent très bien que il va aller vers la finitude. Vous m'excusez du mot. Ça, c'est un thème philosophique pour dire que toute chose finit par mourir. Voilà. Il ira certainement vers sa finitude comme toute autre personne que nous sommes. Mais ce qu'ils n'admettent pas, c'est qu'ils veulent entretenir le système avec Gbagbo, qu'ils sont en train d'utiliser en réalité comme un miroir, comme un écran, pour dire Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Là, même si Gbagbo n'est pas là, le même système peut continuer avec quelqu'un d'autre. Voilà en réalité le combat des gens du FPI. Et le combat a pour objectif qu'eux, ils puissent toujours bénéficier des mannes de la République sans jamais faire d'efforts. Alors qu'une République, si on s'amuse à la gérer de cette façon approximative, elle finit par s'effondrer et à tomber complètement en lambeaux. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi nous autres citoyens, épris de paix et de justice, et surtout d'égalité sociale, on doit être ferme dans notre résolution pour dire qu'on ne peut plus accepter des politiciens irresponsables, on ne peut plus accepter des personnes qui viendront pour essayer de déstabiliser la société ivoirienne avec des discours irresponsables, mais surtout à nous tirer vers le bas pour nous ramener à l'époque même du paléolithique ou du néolithique, ou bien même, je dirais même au précambrien, en pensant que leur seul mérite, c'est d'être président. À part le fait de dire je suis président, qu'est-ce que Gbagbo a apporté à la Côte d'Ivoire? À part le simple fait de dire je suis le roi des Mambé et c'est moi Onzueba, qu'est-ce que Gbagbo et Bédié a apporté à la Côte d'Ivoire? Soyons sincères, chers Ivoiriens, à un moment, laissons nos émotions et posons-nous les vraies questions. Posons-nous les vraies questions et ayons le courage de savoir que le salut de la République ne peut passer que à travers des personnes comme Alassane Ouattara, des personnes rares, mais une fois que vous les avez, il faut véritablement les encourager dans ce qu'elles savent faire et les encourager pour le bien des générations à venir. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Et c'est un grand mérite. Et c'est pourquoi je ne cesse de dire à chacun de nous ici que nous ne sommes pas là pour supporter Alassane Ouattara. Nous ne sommes pas là pour supporter ceux qui suivent Alassane Ouattara. Nous sommes là pour supporter le bien que ces gens, Alassane Ouattara et son équipe, fait. Quand on dit qu'on est alassaniste, c'est la puissance de l'homme, c'est la démarche de l'homme, c'est la rigueur de l'homme que nous soutenons. Quand on dit aussi qu'on n'aime pas Bédié ou même qu'on n'aime pas Gbagbo, que Bédié enlève sa haine dans sa gestion de voir la Côte d'Ivoire. Que Laurent Gbagbo arrête sa roubladise et son mensonge et sa xénophobie. Et vous verrez que notre langage changera. Vous verrez que notre langage changera. On leur dira maintenant, puisque vous n'avez plus ce qui vous donnait de la force et que vous voulez faire autrement la politique, apportez votre programme de campagne, apportez votre idéal pour la société et nous allons discuter et nous pourrons faire un choix. Nous, voilà comment nous réfléchissons. Et donc, nous ne sommes pas comme des haineux. Et nous ne nous mesurons pas à ces haineux-là. Et donc, quand ces haineux-là sont dans la haine et que nous les recadrons, les gens pensent que nous sommes des haineux et qu'on est en train de répliquer. Nous ne répliquons pas. Nous sommes là pour les recadrer. Et ça, c'est très important. Nous ne sommes pas égaux et nous ne sommes pas des amis. Je parle des haineux et je parle des incapables. Nous, on est sur les réseaux sociaux pour vous recadrer, pour vous faire repartir à l'école de la vie et pour vous remettre sur le droit chemin. Et donc, nous sommes vos enseignants. Et chacun de vous, ici, les élèves de la classe, nous vous donnons les arguments. Et donc, chacun de vous est un éclaireur et chacun de vous est un maître. Et il faut que vous le sachiez. Et partout où vous partirez, donnez vos arguments et soyez ferme là-dessus parce que vous n'aurez personne en face de vous pour vous dire que ce que vous avez dit est faux. C'est de ça qu'il s'agit. Et une fois que nous leur fermons le clapet, vous voyez que ça rend le monde meilleur. Et c'est à cet effet-là que vous voyez. Il fut un temps où on avait pensé que ces personnes-là avaient le monopole des réseaux sociaux ou bien même des désordres.
Mais avec la présence de quelques rares personnes sur les réseaux sociaux, vous voyez aujourd'hui que la tendance et même la réalité a fini par changer. Les gens, même leur manière de penser, ça a assaini. Et les gens se disent, je n'ai plus le temps à perdre. Il faut que j'aille à l'essentiel avec là où je peux apprendre quelque chose. Ça, c'est le mérite du docteur Alassane Ouattara et qui réagit sur chacun de nous ici. Et donc, il faut que nous en soyons conscients et qu'on continue de rester sur cette lancée. Il y a Olivier Amiral qui dit « Bonsoir éclaireur. Il faudrait une émission spéciale et comparative des diplômes de nos hommes politiques une fois pour toutes. Ko Mamadou Koulibaly Gbagbo ont de gros diplômes. » Effectivement, Olivier, je pense que je vais chercher à creuser profondément et au vu de ce que nous aurons, on va faire une étude comparative et comparer cela avec la réalité de leur cheminement politique et aussi les avantages ou les conséquences sociales. Et ce que tu as dit, c'est très intéressant. On prend l'homme Alassane Ouattara. Il peut avoir de gros diplômes, mais les gros diplômes ne font pas la vie. Qu'est-ce que lui-même a donné résultat d'abord? Est-ce qu'il a un résultat professionnel? Et après son résultat professionnel, quelqu'un peut avoir de bons résultats professionnels, mais socialement, si la personne n'a rien apporté, c'est zéro. Et donc, on va faire une étude comparative sur 3 axes. Et donc, ça sera vraiment très intéressante. Et on va définitivement comprendre et faire comprendre aux gens, ceux qui ont volé leur diplôme et ceux qui... Parce que ce que les gens oublient, tous ces docteurs que vous voyez là, c'est des gens, on leur a donné 5 millions pour aller payer ça. On appelait ça, je crois bien, le DAF, le doctorat pour l'Afrique. À l'époque, donc, c'est ce qu'ils ont... Beaucoup ont payé les groupes de Laurent Gbagbo et autres. Ils sont allés payer ces diplômes-là. Et Bala Keïta en sait beaucoup. Voilà. Parce qu'on avait besoin des cadres, donc il fallait donner des titres pompeux. Et donc, c'était pour ça. Donc, aujourd'hui, on est au courant de tout ça et on le dit pour que les gens puissent vérifier pour venir dire qu'on ment. C'est aussi important. Quand tu dis quelque chose, c'est des choses, c'est des traces qui restent, ça restera pour 99 ans. Que ces diplômés-là sortent avec leur diplôme pour venir nous dire que c'est pas vrai ce que nous disons. Et nous allons donner plus de détails. Mais ce qui est intéressant et qui prouve que ce que nous disons est vrai, c'est la nullité absolue que ces personnes ont prouvé quand elles sont venues à la gestion et les résultats exécrables qu'elles ont laissés. C'est vrai, un diplôme peut ne pas être important, mais même le plus cancre peut aller à l'école et avoir un diplôme et ne même pas savoir ce qu'il faut en faire, mais être venu à la gestion avec ces diplômes sur lesquels ces personnes-là se fondent pour essayer de narguer le peuple et produire des résultats nuls, ça prouve que vraiment leurs diplômes n'ont véritablement pas servi. Mais ces diplômes n'ont pas servi parce que c'était des diplômes volés. C'est des diplômes qui ont été mal acquis. C'est des diplômes qui ont été acquis dans la corruption et dans la facilité. Et ça, c'est des vérités. Ça peut certes leur faire mal, mais la réalité en face de nous, le docteur Ouattara, il y a des gens qui ont plus que le diplôme qu'il a, mais l'intelligence qu'il prend pour associer avec son diplôme prouve que l'homme a appris, il a bien appris, il a donc produit de bons résultats. Et aujourd'hui, il n'a pas besoin de trop parler. Quand il vient, il transforme son environnement. Et c'est ça qu'on appelle un bâtisseur. Alors que les autres sont des destructeurs. Les autres sont des pilleurs de la République. Et ça, c'est des résultats. On n'a pas besoin d'aller à l'université ou bien on n'a pas besoin même de dormir dans une bibliothèque pour comprendre ça. C'est ce que nous souhaiterions dire. Il y a notre mère Yao, épouse Ella Rosine, qui dit « Le vrai problème, il n'y a jamais eu de problème pour y avoir une réconciliation. Voilà pourquoi rien ne va marcher. Le vrai problème, c'est la malhonnêteté des politiciens. » C'est ce que nous tentons de toujours dire et de dire de plusieurs façons. Et souvent, on se demande même si on est bien compris. Parce que ces politiciens malhonnêtes-là, tant qu'on ne va pas les remettre à leur place pour leur dire que ça ne marche plus, ils vont toujours utiliser ça. Quand la violence ne marche pas, c'est eux qui sont les premiers à dire qu'il faut se réconcilier. Mais qui va se réconcilier? Ceux qui ont créé la CNT, c'est eux qui doivent demander pardon au peuple de la Côte d'Ivoire et aux victimes. C'est ce que, à mon sens, j'appellerais une réconciliation. Si ils ont pris conscience et qu'ils veulent que le peuple les pardonne,
Ils viennent reconnaître que, ah, c'est nous, moi Laurent Gbagbo, moi Bédier, Soro Guillaume, et toute la classe, les Simone Eivé et les Afinguessan, c'est nous. Pour notre avidité pour le pouvoir, on avait créé le CNT, on avait voulu tuer les Ivoiriens, on n'avait pas réussi. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est affaibli à tous les niveaux. On vous demande pardon. Ça, au moins, c'est une relation de réconciliation qui est claire. Mais aller dire que les Djoula et puis les Baoulés ne sont pas d'accord, ça, c'est du gros mensonge. C'est de la poudre aux yeux. Malheureusement, c'est ce discours dans lequel, et c'est pourquoi je disais même que le gouvernement s'est laissé prendre dans le piège du discours de l'environnement et s'est laissé imposer une ligne de conduite par les opposants qui est cette soi-disant réconciliation. Et notre mère continue toujours, je parle de Mme Yao, épouse là, qui nous dit « Sinon, il y a eu plusieurs fois campagne de réconciliation, ils ont tous échoué. Que ces leaders viennent raconter la vraie vérité à leurs militants qu'ils ont rendu des monstres à cause de nombreux mensonges. La haine contre Ouattara est due aux mensonges de certains leaders qui pensent dire la vérité. » C'est assez malheureux. C'est assez malheureux. Il y a Téli Biobin qui dit « Kassi-Edouard, la dette sera bientôt annulée, donc sois patient et tu verras le Prado en marche. » Et souvent, les gens parlent de dette, les gens disent certaines choses. Moi, je ne m'y connais pas exactement ou même profondément en économie. Mais je sais que pour quelqu'un qui a travaillé et pour quelqu'un qui a toujours vécu sans chercher à attendre quoi que ce soit d'autrui, si tu veux construire une maison et que tu veux construire cette maison-là, tu n'es pas un homme d'affaires, si tu es un simple fonctionnaire, tôt ou tard, tu auras besoin d'aide. Et même les hommes d'affaires que vous voyez là, un vrai homme d'affaires qui se respecte, s'il veut que son business même aille plus loin, il prend crédit. Là, on parle maintenant de façon prosaïque, on parle de façon triviale, on parle de façon simple pour que tout le monde puisse comprendre. Si toi, par exemple, tu es marchand de poulet, tu as commencé à vendre un poulet, bénéfice vient, tu fais dedans, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Mais à un certain moment, il y a quelque chose qu'on appelle le capital confiance qui naît autour de toi. Ah, éclaireur, tu venais prendre peut-être 2-3 poulets, mais maintenant là, avec le bénéfice que tu dégages et puis tu prends, le fournisseur même se dit, mais celui-là, puisqu'il est crédible déjà, son argent même n'a qu'à laisser. Viens, éclaireur, comme c'est 10 poulets que tu voulais prendre, moi-même je te donne 100. Va vendre et apporte mon argent. Maintenant, ce que je suis en train d'expliquer, si tu n'as pas compris, je vais dire, si on te propose ça, alors que tu as ton argent que tu peux garder pour sécuriser, qu'est-ce que tu fais? Mon frère, ce qui est bien pour toi, tu mets ton argent à côté, tu travailles avec ce que les autres te donnent et puis tu leur retournes leur argent. Tu verras que ton business va progresser et tu n'auras pas... Quand on dit que quelqu'un est intelligent là, ce n'est pas celui qui prend tout son argent, toutes ses économies pour mettre dans le business. Ce n'est pas comme ça. À un moment, quand tu as fait naître le capital confiance, toi-même, tu n'as plus besoin de faire sortir ton argent. C'est l'argent qui vient vers toi pour que ce soit fructifié. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Et j'ai bien dit que je ne suis pas économiste, mais je suis commerçant, je suis fils de commerçant, je sais comment le commerce fonctionne. Et c'est sur cette base-là que je parle. Et ceux qui disent crédit est mauvais, c'est comme ça, c'est parce que vous ne connaissez rien de la vie. Et donc, je vais vous expliquer ça de façon très simple pour que vous compreniez comment le monde fonctionne. Même la banque qui est riche, la banque en réalité n'est pas riche. La banque est riche parce que les épargnants viennent rendre la banque riche. Quand toi, l'idiot qui pense qu'il allait prendre crédit est mauvais là, la banque là, il n'y a pas l'argent là-bas. La banque là, c'est l'argent d'éclaireur, c'est l'argent de tous les élèves de la classe. Quand on va déposer là, la banque prend notre argent, elle donne ça à crédit à d'autres personnes. Eux, ils travaillent avec ça. L'intérêt là, c'est ce qui rend la banque riche. Et donc, même la banque là est obligée de prendre crédit. Quand toi, tu te mets mettre ton économie là, c'est crédit, tu as donné à la banque comme ça. Donc, comme toi, tu ne connais rien. Toi, tu es, comme dirait l'autre, je vais utiliser l'autre, tu es mouton jusqu'au point qu'il faut qu'on t'explique tout bêtement. Et c'est ce que je suis en train de te faire là. Parce que la banque a développé ce qu'on appelle le capital confiance. Et donc, il y a des humains comme Ouattara qui, avec tout le potentiel intellectuel qu'ils ont,
avec toute l'expertise qu'ils ont dégagée à travers le monde, ils jouissent d'une confiance extrêmement exagérée. Ouattara ne peut pas aujourd'hui demander 1000 francs à quelqu'un. La personne me dit, Ado, attends, hein, tu as demandé 1000 francs là. Mais et si moi je te donnais 100 000 et puis tu me rembourses 10 fois avec le taux d'intérêt. Voilà comment l'homme Ouattara fonctionne. Parce que ce qu'il a appris là, après le diplôme de PhD de Ouattara là, il y a d'autres diplômes après. Si tu veux même là, il faut aller même jusqu'à... il faut faire 10 fois plus. Mais chacun finit par dégager un aura naturel, une capacité naturelle. Ça, c'est ce qu'on appelle Dieu donné. Et donc, Ouattara ne peut pas aller dans une institution. Regardez comment Ouattara vient. C'est le directeur de la Banque mondiale. C'est la directrice du FMI qui vont le trouver dans leur hôtel pour lui dire, Ouattara, voilà 500 milliards, il faut prendre. Ça ne vous dit rien? Ce n'est pas l'argent cadeau. Mais ça veut dire qu'en donnant ces 500 milliards-là, non seulement ils sont sûrs que leur argent ne sera pas perdu, ils sont sûrs que leur argent a été remis dans de bonnes mains, mais ils sont sûrs qu'en temps réel, ils auront l'avantage qu'ils attendent. Voilà comment le monde fonctionne. Le monde ne fonctionne pas avec le troc. Ceux qui disent qu'il ne faut pas prendre crédit ou bien que la Côte d'Ivoire est endettée là. Vous pensez qu'on peut vivre à l'époque de la pierre taillée? Comme moi, j'ai une poignée de choses ici, là, d'arachides là, il faut me donner peut-être 1 kilo de sel. Et puis, si le monde doit fonctionner comme ça là, on n'est pas mieux que l'homme du Néandertal. Et donc, les réalités du monde ont changé depuis la révolution industrielle. Bon, ils ne connaissent même pas ça encore. C'est ce qu'on appelle la révolution du machinisme. Ça veut dire l'homme, globalement, à travers l'Occident, est devenu beaucoup plus intelligent. On a transformé nos forces de travail là. C'est les animaux avec les chevaux et les ânes qui travaillaient. Ça, c'est devenu lent. L'économie mondiale s'est boostée. On a commencé à créer les machines. C'est ce qu'on a, à partir des années 1800, c'est ce qu'on appelle la révolution du machinisme. Et donc là aussi, c'est un cours d'histoire que vous pouvez regarder. Parce que quand nous, nos parents nous mettaient à l'école et qu'on partait étudier, vous étiez en train de tricher et en train de ne même pas venir à l'école parce que vous voulez être militant FPI ou bien militant GPS ou bien GOR. C'est pourquoi vous êtes restés des cro-magnons dans la vie. Et ça se reflète dans vos comportements et dans vos manières de faire tous les jours. Et donc, quand l'homme Ouattara prend des dettes, les grandes institutions de Bretton Woods, les grandes institutions du FMI et de la Banque mondiale ont l'esprit tranquille. Parce qu'ils savent que si on a donné 500 milliards à Ouattara, avec un taux d'intérêt de 2 ou 3%, ça veut dire non seulement on aura notre argent, mais tout passe comme une lettre qui passe à la poste. Et ça, ce crédit de confiance, tout le monde ne l'a pas. Et si vous dites que ce que je dis n'est pas vérifié et vérifiable, et même que je sois peut-être en train de mentir, votre Laurent Gbagbo là, il a demandé combien de prêts et puis il a eu. Demandez. Dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, votre Bédier a demandé combien de prêts il a eu. On accorde de l'argent, comme dirait le chanteur, on ne donne qu'aux riches, on ne prête qu'aux riches. On n'a jamais vu quelqu'un pauvre obtenir de l'aide. Chaque fois que tu as vu quelqu'un être capable de prendre des prêts, c'est que cette personne-là est crédible et on sait qu'elle peut payer. Mon frère, il ne faut pas te blaguer. Toi, le GOR, le GPS, le PDCI, ventripotent, idiot, cro-magnon, si tu t'en vas à une banque et que toi-même, ton apparence même inspire la pauvreté, tu n'auras jamais ce que tu veux. Si toi-même, tu t'en vas à une banque et tu t'en vas là-bas, tu t'en vas en Woro, le banquier qui se respecte, il va venir t'accompagner et il voit que tu as un bon dossier, mais tu es venu en Woro, il va se dire, mais Joe, si celui-là, il veut faire son business, c'est vrai, mais si je lui donne l'argent là, est-ce que son premier idéal, c'est pas d'aller payer d'abord une voiture, alors que ça ne faisait pas partie du terme du contrat? Ceux qui donnent l'argent là sont plus intelligents. Donc, quand ils donnent là, ils prennent toutes les garanties. Votre Bédier, prenez tout son cursus, quand est-ce qu'il a eu un prêt? D'abord, il n'est pas solvable. D'abord, il n'a pas l'intelligence même d'être crédible. Et il n'a que des résultats de détournement à son actif. Tous les opposants ivoiriens. Et vous voulez que des gens comme ça puissent avoir de l'aide? On sait que quand on va leur donner, ils vont détourner. On sait que quand ils auront,
Et donc, c'est pourquoi vous avez des prêts toxiques. Ça aussi, il faut en parler. Ça aussi, il faut en parler. Quand on parle de prêts toxiques, ça veut dire que dans le monde, tout le monde n'est pas honnête. Souvent, on se rend compte qu'il y a des pays où les dirigeants sont exécrables et on vient, on leur dit, bon, vous avez besoin de combien? On a besoin peut-être de 2 milliards. On dit, bon, nous allons vous donner 2 milliards, mais les 2 milliards, voilà comment on veut que vous les gériez. Et non seulement ça, on veut que, si normalement le taux global, puisque vous n'êtes pas solvable, et personne ne vous donnera ce dont vous avez besoin pour payer les fonctionnaires, donc nous, on vient, on va vous aider, mais vous nous remboursez avec 25 ou 30%. Ou bien même, donnez-nous le gaz. Voilà comment Laurent Gbagbo et autres faisaient pour piller l'économie du pays. Donnez-nous le marché du gaz naturel en Côte d'Ivoire, ou bien donnez-nous comment on appelle, le port d'Abidjan à des francs symboliques et on vous donne 2 milliards. Voilà la réalité qui est en bas. Parce qu'ils n'en ont pas les compétences, ils n'ont pas la crédibilité dont jouit Ouattara. Et donc tout ça, ça vous fait mal. Et là encore, vous pouvez tout dire de Ouattara. Mais prouvez-nous que Ouattara a fait un détournement, comme ce que nous venons de dire, les 18 milliards, avec tous les détournements qui ont été faits sous le régime de Gbagbo. Venez nous montrer les détournements de Ouattara. On vous donne une semaine. Je vous donne une semaine. Vous m'écoutez, vous les gars, vous m'écoutez, vous m'entendez. Partez chercher. On vous donne une semaine. Tous les détournements que Ouattara a fait, faites une liste et venez nous présenter. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je crois que j'ai expliqué très bien cette histoire de dette. Si toi, tu dis que tu ne veux pas de dette, là, c'est que tu es un idiot. Mais c'est parce que tu es incapable. Ton incapacité t'a rendu bête. Et tu es devenu jaloux de celui qui peut avoir de la dette pour réaliser son pays. Dette que tu parles là, c'est ça Ouattara a fait. Il est tellement intelligent. Il dit, bon, comme on a fait pont là, on pouvait faire ça cadeau. Mais comme l'argent, ce n'est pas pour nous là, il a négocié un contrat. Sur un certain nombre d'années, on va rouler dessus, tu vas payer tes 500, tu fais les va-et-vient, on va finir de payer l'argent tranquillement. Quand on vous dit que le pays est sécurisé, vous pensez qu'on s'amuse. Vous pensez que ces groupes financiers mondiaux vont mettre leur argent. Les puissants banquiers du monde vont mettre leur argent quelque part. Et puis, ils vont s'asseoir pour dire, comme les pro-Gbagbo sont fâchés là, ah, le pays va brûler. Tu as mordu la poussière, mon frère. Contrat que ces gens ont signé sur 30 ans. Quand Ouattara te dit que lui, là, il peut maintenir le pouvoir sur 50 ans là. Si nos gars du RHDP étaient conscients de ce que Ouattara a en tête, le pays est déjà bouclé sur 50 ans. Mais comme nos gars même du RHDP ont peur de personnes qui sont intelligentes pour pouvoir mener des analyses critiques et pouvoir faire des projections, c'est ça aussi leur problème. Sinon, quand Ouattara dit qu'on peut gérer ce pouvoir sur 50 ans, là, ça veut dire si tous les grands groupes mondiaux de la finance sont avec toi et qu'ils ont leur intérêt dans ta main, ils sont obligés de dire aux marchands d'armes, faites tout, mais ne laissez pas les gens toucher la Côte d'Ivoire. Parce que nous, là, parce que ce que vous oubliez, les grands groupes qui interviennent et qui font des investissements, ce sont les fonds des différents pays, les retraités ou bien les structures de l'État de certains pays. Et donc, on prend ces sommes-là pour les investir pour pouvoir payer les générations à venir. Imaginez-vous, par exemple, que le pont d'Abidjan ou le pont à péage, là, c'est bloqué et que ces fonds-là ont été pris dans la prévoyance, dans les caisses de la prévoyance sociale française. Ça va hypothéquer. Ça va hypothéquer les paiements des retraites. C'est un exemple que je prends. Et donc, vous pensez que même s'ils veulent le désordre, vous pensez qu'ils ne vont pas penser à leurs intérêts et aux désagréments que ça va leur poser. Et donc, c'est comme ça que le monde fonctionne. Le monde ne fonctionne pas parce que l'éclaireur est trop content aujourd'hui ou même parce que l'éclaireur est trop fâché aujourd'hui. Donc, tout le monde doit être mécontent. Le monde est plus profond que ça. Et donc, ces histoires de dette et autres, moi, je ne connais pas beaucoup là-dedans. Et je me suis basé sur le fait que moi-même, je suis commerçant. Et je sais comment le monde fonctionne quand on veut aller loin dans le business. Et donc, c'est ce que j'ai expliqué. Peut-être que ce que j'ai dit, ça ne fera pas sens pour certains, mais pour les personnes intelligentes qui voulaient chercher à comprendre, vous pourrez comprendre ce que j'étais en train de dire. Il y a Bala qui dit que ce sont les ignares qui parlent de dette. Sinon, les États sont endettés, mais ils sont les plus puissants au monde. Effectivement, à un moment, vous savez que les États-Unis sont le pays le plus endetté du monde.
Et surtout, leur dette vient de leur premier ennemi qui est la Chine. Le nombre de bons du trésor américain qui est avec la Chine, c'est des milliards et des milliards. Mais pourtant, ça n'a pas empêché les États-Unis d'être le pays le plus puissant, même jusque économiquement. Tout comme ça n'a pas empêché la Chine de se développer. Ça veut dire qu'il y a une manière par laquelle le monde fonctionne. Et donc, ces petits discours idiots de dire il a endetté notre pays. Si tu es fâché là, toi-même là, dans ton village là où il n'y a pas de dette là, pourquoi tu n'as pas pu construire une maison? Pourquoi tu n'as pas pu développer ton village? Il faut aller développer ton village. Toi, tu dors dans la maison en location. C'est toi qui viens dire aux gens, ah, il est en train d'endetter notre pays. Toi-même, là, il y a dette sur toi. Chaque fin de mois, là, il y a dette de quelqu'un sur toi. Et tu n'arrives pas à payer ça. Parce que tu es misérable, tu penses que tout le monde est comme toi. Non, le monde est un peu plus sérieux que ça. Mais comme tu ne veux pas apprendre, tu as gaspillé l'argent de tes parents. Ils t'ont mis à l'école, tu les as menti. Tu n'as pas eu ton diplôme. Tu es allé à Manchester, tu voulais voler le diplôme. Une licence, on t'a attrapé. Tu es venu pour brûler les gens en Côte d'Ivoire. Ou bien tu es devenu chef rebelle, à boquer pour tuer tes propres parents, voler l'argent. Mais tu as fini de voler l'argent, ça ne t'a pas rendu intelligent. Et tu as gaspillé ton argent comme un gros idiot. Et aujourd'hui, tu en es à pleurer et à dire que les gens sont contre toi. Alors que c'est ton incompétence et tes carences intellectuelles et même ton inconséquence dans la vie que tu es en train de payer comme ça. Il y a Mamadou Fatiga qui dit la banque prend crédit à la banque centrale avec un taux d'intérêt plus bas qu'on appelle le taux directeur. Et ça, c'est vraiment très bien dit. Je ne voulais même pas évoquer ça parce que c'est des gens qui ne comprennent rien. Sinon, ce que vous avez dit, M. Fadiga, c'est la meilleure chose pour ceux qui veulent encore être plus intelligents. Et il y a M. Olivier qui vient pour encore nous dire, je ne suis pas économiste, éclaireur. Même dans les villages, les cultivateurs s'entraident pendant la saison du cultivage. C'est une façon de crédit. Effectivement, effectivement. Il y a notre sœur Massiata Beman qui dit ils vivent avec les œillères incapables de voir sur le côté avec un défaut d'intelligence très prononcé. Je crois que les femmes ont parlé, nos mères ont parlé. Elles disent que vous êtes des tarés et que votre cerveau ne pèse pas plus d'1 gramme. Ce n'est pas nous notre faute. On ne fait que dire la vérité. Il y a Madame Yao qui vient encore pour dire il ne faut pas. Il va se promener et puis ils vont l'empoisonner après, créer scandale, car avec les gens là, la politique est devenue tuerie. Bon, ça c'est Soroguion qui sait empoisonner les gens. Il y a Malcolm qui dit que le Prado est la confiance incarnée. Il est le système et vit au cœur du système monétaire. Il fait corps avec le gouvernement mondial. Il fait corps avec le gouvernement mondial. Et Malcolm, ce que vous dites, c'est très bien dit. Et surtout, ce que les gens ne savent pas de l'homme Ouattara, c'est que Alassane Ouattara, en tant qu'individu, là, Alassane est la fierté du système capitaliste. C'est-à-dire, quand on dit éclairer tout, hey, ça, lui, c'est parler, laissez-le. Alassane, là, quand on le voit, là, c'est la fierté même du système économique mondial. Et j'explique. Voilà quelqu'un. Dès son jeune âge déjà, Bédié est au courant parce que Bédié était le tuteur de Ouattara à Washington. Et la jalousie de Ouattara, la jalousie contre Ouattara commence dès cette période-là. Comment le petit Ouattara est venu et puis directement comme ça, la Banque mondiale va le coacher à partir de 26 ans. Voilà la première jalousie qui existe entre Ouattara. Parce que quand on va en parler, les gens vont dire, ah bon, comme c'est comme ça, vous voulez trop surestimer l'homme. Voilà la première jalousie. Bédié n'a jamais digéré que Ouattara puisse avoir été coaché par la Banque mondiale ou même les grandes institutions et qui ont pu l'amener là où il est aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces grandes institutions, quand elles vous prennent sous leurs ailes, elles s'attendent non seulement à des résultats, mais elles veulent vous voir progresser. Mais Ouattara va dépasser tous les pronostics. Ouattara va aller au-delà de toutes les espérances. Et donc, il fait inévitablement la fierté
de l'intelligentsia mondiale, du système mondial, du système du capitalisme, l'économie de marché. Ils ne comprennent pas français, ils ne connaissent rien. Capitalisme, là, c'est l'économie du marché. Ça veut dire que seuls les plus intelligents et les plus aptes à s'adapter à la concurrence vont générer des profits. C'est ce que ça signifie. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas ma faute. Moi, mes parents m'ont mis à l'école. Moi, je suis très intelligent. On peut tout dire, mais je ne négocie pas ça. Moi-même, je sais que je suis intelligent. Et donc, si toi, tu es un gars taré qui veut vivre à l'âge de la pierre et dans les cavernes, et puis être surpris par la pluie et le soleil, nous, on a dépassé ça longtemps. Mais Alassane est plus intelligent que moi, plus fort que moi. Parce que reconnaître ses faiblesses fait partie de l'art de la guerre. Ça permet à adapter nos stratégies et à revenir de façon plus aiguisée. Donc, c'est aussi simple que ça. Et donc, vous voyez un homme comme Ouattara aujourd'hui, l'Occident même est fier, le système capitaliste même est fier de dire voilà notre produit sur le marché. Et ce produit-là, il faut tout faire, il ne faut pas faire palabre avec lui. Je suis bête, c'est vrai, mais dans ton idiotie, là, il ne faut pas faire palabre avec n'importe qui. Votre babo, pour avoir le PTTE, là, il était obligé de passer par Ouattara. Sans quoi ils vont dire l'éclaireur ment, ça est là. Et donc, ce que Ouattara fait, ce n'est pas du hasard, hein. C'est la rigueur et le cheminement et les résultats qu'il a produits à la satisfaction du système qui fait que Ouattara rentre dans tous les bureaux du monde. Et même quand il va même au board du FMI, on lui donne la chaise de commandement. Vous pensez que tout le monde... Patrick Hachi vous dit, même tabouret, tous les présidents africains que vous voyez là, rares sont ceux-mêmes qui gagnent tabouret là-bas. Mais Ouattara, quand lui vend, lui donne chaise de commandement. Tous les autres parlent, les blancs parlent, tout le monde parle. Il est là, il les regarde. Le fils de Nabintou, il est là, il les regarde. Et puis quand tout le monde finit là, il vient et dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Et puis tout le monde dit oui. C'est de ça qu'il s'agit. Un homme comme ça là, nous on l'aime demain, on va l'aimer après-demain. Et vous ne pouvez rien faire pour ça. Même votre babo, il prend crédit avec Ouattara. Votre bédier, il prend crédit avec Ouattara. Sinon, eux tous vont émarger à la présidence. Eux tous vont émarger à la présidence. Ayons le courage quand même d'être honnête, c'est important. Il y a notre soeur qui disait que le Premier ministre doit faire très attention. Mais je crois que nous aussi, on doit prier pour nos autorités. C'est vraiment important. Parce que le diable, quelles que soient les dispositions qu'un être humain prend, le diable, lui, ne se fatigue jamais. Mais seule la prière et la foi en Dieu peut contrecarrer avec l'intelligence aussi. Hein. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut prier et puis attendre. Voilà, donc, on prie pour nos autorités. On prie pour que Dieu donne longue vie au président et à tous ceux qui l'entourent. Même si parmi eux, il y a des gens qui déconnent. Mais on va tous prier pour toutes les vies. Nous, on ne fait pas de différence. On prie pour tout le monde. Mais essayez aussi de changer vos comportements. Ça serait un peu intéressant. Il y a Mamadou Fatiga qui dit la chaîne économique est émaillée de crédit. Raison pour laquelle il y a un taux directeur depuis la base. M. Mamadou semble s'y connaître très bien, M. Fadiga. C'est à croire même qu'il vient directement même de la Banque centrale, M. Fadiga. Voilà. Je crois que c'est ça aussi qui fait la valeur de notre émission. Nous sommes tous des personnes extrêmement intelligentes, aiguisées. Et ce n'est pas l'éclaireur qui fait l'émission. C'est l'équipe, c'est-à-dire tous les élèves de la classe. Et nous le disons, et ça ne nous gêne pas. On n'a pas besoin de 1000 vues. On n'a pas besoin de 10 000 vues. Si celui qui cherche la popularité peut aller ailleurs, nous, on n'en a pas besoin. Mais nos émissions, quand elles tombent dans les oreilles d'une personne intelligente, que tu sois au CP1 ou bien au CP2, tu es important pour nous. Une fois que tu comprends et que tu prends le temps de bien écouter ce qu'on dit, toi-même, tu deviens plus intelligent que le professeur d'université, les Gore et autres. Tu deviens plus intelligent que les Miaka Oreto. Tu deviens même plus intelligent 10 fois que le Laurent Gbagbo. Et ça, une fois que tu as cette intelligence-là, ils ne peuvent dire que tu es mauvais, tu es méchant. Alors qu'en réalité, c'est parce que tu as une qualité qui est plus que la leur. Et c'est ça la valeur de notre émission. Et voilà la seule émission où on fait une émission, à part la fraternité, la cordialité, et surtout même le partage d'intelligence et d'information,
tu ne verras pas quelqu'un ici dire, hein, insulter la maman de quelqu'un. Celui qui fait ça, moi, je te bloque. Sinon, même si tu es opposant, que tu viens pour dire ce que vous avez dit, je ne suis pas d'accord, voilà les preuves, l'éclaireur ne pourra rien faire que d'aller se vérifier pour voir si cette preuve-là est vraie. Si c'est vrai, je viens, je dis devant tout le monde, ah, le frère, il a dit ça, c'est vrai. Mais vous manquez d'arguments à tous les niveaux. Et donc, permettez au pays de bien vivre. Et on va informer nos parents et former nos parents. Ce que vous voulez que nos parents ne comprennent pas là. On va tout leur expliquer. Et là, vous verrez maintenant que vous serez devenus des personnes piètres devant tout le monde entier. Parce que vous vous donnez une importance que vous n'avez même pas avec des diplômes volés. Et vous voulez encore piller les ressources de l'État. On ne va plus vous permettre ça. Et il y a Maurice Arsenal qui dit la Côte d'Ivoire ne fait pas partie des 20 pays les plus endettés. Et ça aussi, c'est vrai. Pour quelqu'un qui est intelligent, ça t'amène à réfléchir. Et même le pays le plus endetté du monde, comme je disais, si je ne me trompe pas, je pense bien que c'est les États-Unis, avec la dette colossale que la Chine a sur les États-Unis. Il y a notre mère bien-aimée et ma chère épouse, Solange Nebavi, qui dit « Quel bonsoir ça. Chris Yapi, il faut parler à ton oncle dès... Je ne veux pas être malheureuse. » Voilà, c'était juste une note de comique pour amener un peu à rire. Et il y a notre frère Enza qui dit « J'ai pensé que j'étais le seul dans la classe qui faisait ça à Yamoussoukro. » Et donc, ça, c'était un peu pour essayer d'amuser un peu la galerie. Ce qui est très intéressant et qui fait même partie de l'émission. Parce que la fraternité et surtout la note même d'humour et de comique qui se passe derrière l'émission, ça crée vraiment une dynamique de fraternité et un monde où vraiment c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Et il y a Enza qui dit « Éclaireur, les opposants ne peuvent jamais t'aimer. Tu connais trop leurs dessous. » Non, on les connaît. Et une fois, il y a un qui dit que je suis un traître. Et il y a MK qui lui dit, mais est-ce que Éclaireur a signé un contrat avec vous? Mais laissez-les, on va les démonter petit à petit. Et ce que nous disons, le peuple doit savoir que l'éclaireur n'a pas besoin d'aller à la présidence pour prendre de l'argent. L'éclaireur n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Et donc, ce que l'éclaireur dit, quand tu entends, pose-toi la question, est-ce que ce que l'éclaireur dit là, est-ce que moi-même dans ma tête là, est-ce que c'est pas normal? Même si tu es opposant, pose-toi cette question-là. La voix que j'entends là, ce que celui-là dit là, est-ce que c'est pas vrai? Quand je dis qu'on doit protéger tout le monde, quand je dis que Soro Guillaume est une vermine, c'est une canaille, partout où il passe, il laisse des morts. Toi, tu penses que tu seras exempté parce qu'aujourd'hui, tu veux qu'ils n'ont qu'à tuer Ouattara. Mais dans le processus de vouloir tuer Ouattara, là, tu sais comment ils vont procéder? Quand ils vont prendre des armes lourdes pour bombarder toute la zone, tes parents, là, eux aussi peuvent mourir. Et donc, il faut en finir avec des idées lugubres, les responsabilités. Et soyons un peu plus forts mentalement que ça. Et essayons de créer un monde où on mettra en confiance tout le monde. Le monde n'est pas parfait. Ça, c'est vrai. Mais nous avons l'obligation de chercher à bien faire les choses. Même si on ne le fait pas pour nous-mêmes, ayons honte de nos enfants, ayons honte des générations à venir. Il ne faudrait pas que ces gens-là disent « Nous regrettons que ces personnes ont passé avant nous ». Et ça n'a pas besoin de coloration politique. Et c'est pourquoi nous disons aux victimes de sortir massivement, de ne pas avoir peur. Le régime Ouattara ne peut pas vous réprimer. Ne peut pas. Parce que le régime Ouattara est là pour que la justice fasse son travail, pour que ceux qui ont été injustement dépouillés de leurs droits fondamentaux puissent réclamer justice. Et le régime en place ne fera que suivre cette démarche-là. Et c'est ce que nous disons. Laurent Gbagbo, en 10 ans, tu as trop tué. Tu as trop tué. Et tu as pensé qu'en divisant le peuple, en essayant de tuer les gens du Nord, ça allait régler ton problème. Tu n'as fait que l'aggraver. Tu n'as fait qu'aggraver ton cas. Parce que plus tu vas même tuer, tu en voyais plus. Au point que vous-même, vous avez développé cette capacité de peur.
et vous les appeliez les Russes. Et donc, l'amour ne pouvait pas résoudre le problème. Alors qu'en s'asseyant, en discutant et en appliquant un minimum d'honnêteté, on aurait pu éviter la guerre. Donc voilà un peu la réalité du monde. Il y a M. Enza qui dit, en fait, il y a certains membres du gouvernement qui veulent approcher l'éclaireur, mais ils sont un peu frileux car l'éclaireur est tellement strict et rigoureux. Mais, frère Enza, même si tel est le cas, mais moi je le dis clairement, hein, il y a certaines choses qu'on n'aimerait pas dire, mais je crois que je ne suis pas quelqu'un de fermé. Et c'est cette rigueur-là même et cette méthode-là même qui devrait quand même les inspirer à discuter avec moi. Parce que moi, j'ai de l'intelligence naturelle que je cherche à donner à mon pays. Maintenant, s'ils ne veulent pas prendre, je vais avec ça ailleurs et je donne ça déjà ailleurs. Je donne ça déjà ailleurs. Mais si la Côte d'Ivoire est preneur, même si c'est à 10 fois moins que ce que je gagne, je viendrai avec l'espoir et l'amour que je suis en train d'aider mon pays. Moi, je suis prêt à ça. Sinon, ce que moi je gagne par semaine, je ne suis pas sûr que le gouvernement de la Côte d'Ivoire peut me payer ça. Ou bien même si on me donne, on dira que peut-être je suis le fonctionnaire le mieux payé en Côte d'Ivoire. Moi-même, je le sais. Mais aujourd'hui, je suis dans une dynamique où même si je gagne 10 fois ou même 100 fois moins, je serai content d'être en Côte d'Ivoire pour aider. C'est cette richesse-là, c'est dans cette dynamique-là que je suis. Et donc, quelqu'un qui a de la méthode, quelqu'un qui est rigoureux et strict, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne s'amuse pas avec ce qu'il a appris. Et donc, s'ils ont peur, peut-être si ça vous fait des détournements, je ne vais pas rentrer dedans. Voilà. Si c'est pour détourner sur le dos des gens, là, je ne vais pas rentrer dedans. Mais si c'est pour travailler, pour apporter ce qu'il faut, je suis disposé et je le fais. Et je le fais déjà même. Voilà, je le dis. Je n'entrerai pas dans les détails. Je le fais déjà à certains niveaux. Voilà, donc je crois que c'est déjà une chose qui est bien. Mais M. Enza, on est obligé d'aimer notre pays. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, moi, quand j'ai été en Occident, un an après, j'ai dit, je ne reste pas ici. Même si Éclaireur reste en Occident, qu'il a fabriqué même une fusée qui défie même 20 fois le son de la... qui défie 20 fois le son de la lumière. Pardon, le son. On ne va jamais lui concéder cela. On dira que c'est grâce à l'Occident. Or, l'éclaireur sait qu'en Afrique, tout est à refaire. Et tant que nous-mêmes, nous n'allons pas construire notre Afrique avec nos propres paradigmes, on ne respectera jamais l'Afrique. Moi, j'ai vite compris ça. Mais tout le monde n'a pas la même chance dans la vie. Et donc, si peut-être un jour, on peut en venir à aider notre pays avec le peu que nous connaissons, sachant bien qu'on n'a pas la science infuse, on est prêt à le faire et moi, je suis prêt à le faire. Et il y a plusieurs personnes, des personnes comme Niba et autres, c'est des personnes qu'on ne devrait pas voir traîner. Ça, je le dis, c'est des personnes qu'on ne devrait pas voir traîner. On devait les coopter rapidement. Un monsieur comme Niba, mais il te transforme la jeunesse ivoirienne, il travaille sur le mental. Il travaille sur le mental des gens, il explique ce qu'il faut, mais le peuple sera transformé, tout le monde va devenir correct. Malheureusement, on laisse ça en pensant que Kakabe peut réussir alors que Kakabe n'a pas de stratégie. Si Kakabe, tu m'entends là, moi je dis que tu n'as pas de stratégie. Kakabe, appelle-moi, moi je te trace un plan. Je te fais une stratégie. Ton truc là, ça va prendre. C'est un exemple que je donne. Mais c'est parce que ça ne marche pas. La méthode qu'il a ne marche pas qu'on est en train de lui dire. Depuis qu'il est en train de faire ça là, il a exclu les gens du RHDP, il a exclu les victimes. Et vous voulez qu'on le regarde en train d'aller droit dans le mur? Moi, ce que je dis, ça peut ne pas lui plaire. Mais au moins, je lui ai dit la vérité. Et au-delà de lui dire la vérité, je lui ai dit que s'il veut des personnes pour s'entourer là, moi, je lui donne un plan, je lui donne toute la stratégie. Il verra et je lui donne 6 mois. C'est de ça qu'il s'agit. Mais malheureusement, bon, s'il a son plan aussi, son agenda, ça n'engage que lui, on verra bien. Il y a Mamadou Fadiga qui dit ceci: l'intelligence de notre guide éclairé réside dans la capacité d'analyse qualitative et quantitative qui sont des méthodes statistiques économiques pour des prévisions. Raison pour laquelle quand il prend une décision, tout le monde est énervé, mais au final, on est d'accord. Ce genre d'intelligence est unique et est en son genre. Vous avez tout dit. Monsieur Fadiga, vous avez tout dit.
Et M. Fadiga, au fur et à mesure que vous vous exprimez, sachez déjà que l'éclaireur sait qui vous êtes. Voilà. Sachez, je sais qu'on est des personnes toutes totalement intelligentes ici. Et je comprends déjà qui vous êtes. Et vraiment, vous ne parlez pas dans le hasard aussi. Et je vous dis merci. Et votre contribution, elle est vraiment très positive et très qualitative aussi. Merci beaucoup. Il y a Marguerite qui dit quel gâchis ces membres du gouvernement nous font. Ben, Madame Marguerite, que voulez-vous bien? Dans le monde, il faut faire avec ce qu'on a. Et il y a notre maman, Massia Tagbeman, qui dit, en fait, c'est Madame Blanc, hein, c'est moi-même qui transforme comme ça pour tomber dans l'humour, qui nous dit ceci, éclaireur, vous parlez de quelle méthode? Elle n'existe pas, cette méthode. Voilà. Donc, chers auditeurs, je crois que nous allons arrêter pour aujourd'hui. C'est toujours avec un pincement au cœur que nous devons mettre fin aux émissions. Mais je crois que ça a été aussi intéressant que les autres jours. Il y a notre sœur Aïcha Sandor qui dit toi, ton affaire de politique là, jusqu'à tu commentes les vidéos et tout ça. Bon, et nous disons merci à tout le monde. Et surtout, la chose qui nous réunit, la cause qui nous réunit, c'est le président guide bâtisseur, cette fois éclairé, le président des présidents de l'Afrique et l'une des personnes, parmi les 40 personnes les plus influentes du monde, qui décide, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Nous faisons le bon choix, nous persisterons. Et je dis ceci, la Côte d'Ivoire est déjà sur la bonne pente. Faisons confiance en nous-mêmes, accompagnons le président par tous les moyens qu'il faut. Disons-lui qu'il a déjà fait le bon choix, il a fait le bon cheminement et nous ne pouvons que l'encourager et surtout prier pour la paix, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, mais surtout éduquer les masses en créant un monde où les gens seront capables d'analyser les faits, de comprendre les situations et de savoir que celui qui vient leur dire en premier ce qu'ils veulent entendre est toujours le démon. Ceux qui viennent leur dire, les étrangers veulent vous arracher, la terre est suffisamment vaste, au tel point même qu'on arrive à enterrer les morts sur la terre. Il y a des endroits même là, nous on ne va même pas là-bas. On appelle ça cimetière, ça veut dire la terre est vaste. Et donc le bonheur là, ça est là pour tout le monde. Tant qu'un être humain peut aller partout dans le monde et que dignement il peut gagner sa vie, sans enfreindre aux lois de là où il va, il faut laisser les humains gagner leur vie. Parce que même sur cette terre, comme je le dis, les morts ont de la place pour se reposer. Chers auditeurs, je vous dis merci. Je vous souhaite une bonne nuit dans la miséricorde divine. Demain sera un autre jour où nous allons nous retrouver. Je vous dis merci et bonne nuit à chacun et à chacune.